Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on va, comme d'habitude, je vais enregistrer le cours. Les gens qui veulent le cours, ils me laissent une adresse mail et on leur envoie, c'est gratuit. Et comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui va leur écouter. Alors, ce thème-là, en vérité, je ne savais même pas que parce qu'on le donne pour la réfoua chez les maths du Rav Citruc, Hachem lui envoie Bekarov. Je ne savais même pas que c'était le titre de son livre. Donc j'ai choisi un thème comme ça au hasard. C'est bien, c'est un bon siman. Et ça, en vérité, ça correspond plus à la paracha qu'on va lire la semaine prochaine, qui commence à partir de ce soir normalement. C'est marqué dans le pasuk Ve'ayu chaye Sarah me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah. Tout le monde connaît, c'est le premier pasuk de la paracha Chaye Sarah. Et c'est marqué, elles furent les années de Sarah 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Donc 127 ans, tout le monde sait qu'elle était de 100 ans, et elle était sans faute, comme à l'âge de 20 ans, et à 20 ans, elle était belle comme à l'âge de 7 ans. Mais en vérité, c'est la fin le dernier Rashi qui m'intéresse. C'est marqué, Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Donc là, il y a l'air d'avoir une répétition, parce que c'est marqué Veyu Chaye Sarah, on dit le nombre d'années, et après on dit Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Donc on répète en fin de compte 2 fois les années de la vie de Sarah. Alors Rachid explique là-bas, il dit pourquoi. Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah, il dit Kulan Shavin Letova. Kulan Shavin, elles étaient toutes équivalentes, c'est-à-dire toutes ces années, elles étaient équivalentes Letova, pour le bien, pour le Tov. Alors pour les redoublants, pour les gens qui ont l'habitude un peu d'écouter mes cours, on a déjà expliqué à peu près 117 883 fois que quand c'est écrit Tov dans la Torah, ou dans le langage des Chachamim, ça veut dire complet. Adam Tov, c'est un homme complet. D'accord ? Mazal Tov, c'est comme le Mazal de l'homme et le Mazal de la femme, ils se rejoignent, le Mazal, il est complet. Toujours Tov, ça veut dire complet. Quand Hachem, il a terminé la création du monde, il a dit Ve'ine Tov Meod, et voici que c'était très bien. Ouais, et là-bas, il dit c'est quoi ? Parce qu'il a créé le Yetzer Hara. Parce que le monde n'était pas complet sans le Yetzer Hara. Parce que le monde est statique, et quand on met le Yetzer Hara, il devient dynamique. Le Yetzer Hara, c'est le moteur du monde. Donc le monde n'est pas complet, donc le monde n'est pas Tov. C'est pour ça que les Chachamim, d'ailleurs, le Yetzer Hara, il l'appelle Tov. Maintenant, Chazak u'Baruch. Donc quand c'est marqué ici Kulan Shavin Letova, toutes les années, elles sont équivalentes pour le Tov, oui, pour le bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont équivalentes pour être complet. Maintenant, quand on dit que la vie de quelqu'un, elle est complète, il faut comprendre que ça veut dire quoi complet ? Complet, ça veut dire que tous les éléments qui la constituent sont réunis. Maintenant, dans la vie de quelqu'un, il y a 2 choses, il y a 2 éléments. Il n'y a que 2 éléments, c'est quoi ? C'est la personne et sa vie. Vous me suivez ou... Voilà, là par exemple, là, je suis dans une situation. Vous êtes là, moi je suis là. Ça c'est une photo, c'est un diapo. Maintenant moi j'ai ma place à moi, a priori je suis venu pour parler, et vous avez votre place à vous, a priori si vous venez pour écouter. Maintenant, quand moi je rentre dans cette situation, c'est comme l'expression quand on dit en français l'homme de la situation. Ah, vous avez été l'homme de la situation. Ah, vous avez été la femme de la situation. C'est quoi l'homme de la situation ? Il y a une situation, il y a l'homme de la situation. Alors c'est comme si vous rentrez dans un décor qui est figé parce qu'on a arrêté les caméras, tout est bloqué, et par terre il y a une espèce d'enveloppe en plastique en cellulose. Vous savez les trucs avec quoi on fait les masques là ? Ouais. Mais c'est à la forme d'un corps humain. Et en fait elle est vide. Pourquoi ? Parce qu'on attend l'homme de la situation. Donc il y a quelqu'un qui va venir, il va rentrer à l'intérieur de l'enveloppe, il va être là. D'accord ? Là, il faut calmer la colère, là, il faut trouver les 200 000 euros, là, il faut dire pardon, là, il va être l'homme de la situation. Donc, et ça, si on croit en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, c'est sûr, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, ouais, ça veut dire que dans chaque réalité qu'on va vivre, comme si la vie c'était une série de diapositives, on va te demander d'être à ta place, d'être l'homme de la situation. Ça va toujours ? Voilà. Maintenant, la situation, elle n'est pas complète sans moi. C'est bon. Et moi, je ne suis pas complet sans la situation. Maintenant, quand je suis en accord avec ma réalité, et c'est ça la Emouna, c'est ça la Emouna, je suis en accord avec ma réalité, donc ma réalité, elle est complète. C'est pour ça qu'on dit, c'est quoi le shalom ? Kol echad bimkomo omed. C'est quoi le shalom ? Que chacun est à sa place. Quand l'homme est à sa place d'homme, la femme est à sa place de femme. Quand la femme est à sa place de femme, l'homme il est à sa place d'homme.
Quand les parents sont à leur place de parents, les enfants, ils se mettent en position d'enfants. Mais quand les parents font les enfants, donc les enfants font les parents. C'est logique. Quand toi, tu payes ta dette, le gars, il s'énerve pas. Quand tu dis, ouais, mais il me harcèle, mais tu sais bien que tu lui as pas rendu l'argent. Quand le patron est un patron, l'employé est un employé. Et quand l'homme est un serviteur, Dieu est un Dieu. Chacun est à sa place. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas être à notre place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la place de l'autre. On s'occupe de la place de l'autre. Ouais, tu n'es pas à ta place, tu fais pas ce que tu as à faire, tu ne tiens pas ton rôle, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas un bon père, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas une belle mère, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de parler du macom de l'autre. Mais ça, Rabotaï, ça sert à rien. Ça prend du temps à comprendre, mais c'est la plus grande perte de temps qui existe. D'essayer de mettre l'autre à sa place. C'est pas ton problème. Je sais que c'est dur, parce que tu dis, non, mais je vais l'éduquer, je vais lui faire comprendre, je vais le faire avancer, je vais le bouger, je vais le booster, je vais le stresser, je vais l'angoisser, je vais le harceler, je vais réussir. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est un puzzle. Vous avez déjà acheté un puzzle? C'est un phénomène bizarre. Le puzzle, c'est un phénomène bizarre. Le gars, il rentre dans un magasin de puzzle. Il dit, bonjour, je voudrais ce puzzle. Il veut un beau puzzle, genre 12 000 pièces, 21 ans de fabrication, d'accord? Il prend un beau puzzle, 6 mètres sur 6 mètres, un truc, genre Syracuse. Ouais. Il rentre dans le magasin, bonjour, il a combien? 80 euros, 80 euros. Alors le gars, il dit, excusez-moi, monsieur, juste une question. Voilà, depuis 20 ans, je travaille dans le jouet, je suis spécialiste du puzzle sur Paris, puzzle.com, d'accord? Je veux savoir, pourquoi vous avez acheté ce puzzle plutôt qu'un autre? Alors le gars, il dit, l'image m'a plu. L'image m'a plu. Alors il dit, franchement, sans m'immiscer dans votre vie, si l'image vous a plu, achetez un poster. Pourquoi vous achetez un puzzle? Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'il va te prendre 8 ans, ce puzzle, 8 ans. Pour rien. Tu vas perdre ta vie comme ça. Ouais. Et au bout de 8 ans, c'est là que tu réfléchis, maintenant que tu l'as fini, tu dis, mince, j'ai oublié de mettre une planche en dessous, donc il va falloir le... Mais disons que tu as mis la planche, et disons que tu as collé chaque morceau, et tu vas l'accrocher, et tu dis, tu sais, tu amènes tes copains, tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, j'ai l'air de rien, mais voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai moins que rien, là. D'accord? Mais c'est quoi la grande souffrance du puzzle? C'est quand tu manques une pièce. Parce que quand tu montres un beau puzzle, magnifique, de 12 000 pièces, et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, c'est dommage, il manque une pièce. Pourquoi quand tu montres toutes les qualités, la personne, elle pointe toujours sur tes défauts? Pourquoi quand l'enfant, il a travaillé tout un trimestre, la première chose que tu lui demandes quand il rentre, tu dis, combien il a eu le petit Cohen? Mais qui crève le petit Cohen? Non, c'est un non répondu, n'ayez pas peur. Mais le gars, il dit, mais papa, j'ai travaillé pendant 3 mois. Maintenant, dis-moi combien j'ai eu moi. D'abord, tu me demandes combien il a eu Cohen. J'ai envie de mourir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la pièce de puzzle qui manque. Sur quoi tu t'es planté? Sur quoi tu n'as pas réussi? Sur quoi ça va pas? Ouais. Alors, mais je te dis encore une fois, c'est quoi un puzzle? Un puzzle, c'est une image. Comment on fabrique un puzzle? On prend une feuille de carton, d'accord? On met un poster dessus avec de la colle. Ensuite, on le passe sous presse. La presse, en un coup, trac, elle coupe tous les morceaux. Et après tous les morceaux, on les met dans une boîte, on mélange et on met en vente. Ça va jusque-là, le niveau d'abstraction n'est pas dépassé? D'accord. Mais la vie, c'est pareil. Tu sais ce que c'est ta vie? Ta vie, c'est un puzzle. Ouais, on a tout mis dans une boîte, et au fur et à mesure, tu trouves les pièces. Et à la fin de ta vie, tu as tout le poster de ta vie. Moi, je rencontre des gens. L'autre jour, j'ai passé 4 heures avec un couple. Alors, au bout de 4 heures, la fille, elle m'a dit, bon, alors, Rav, donc, 17 ans de mariage, 17 ans d'erreur. Oh, c'était leur 17 ans de mariage, ils étaient mariés depuis 17 ans. Alors j'ai dit, écoutez, non, vous êtes comme un puzzle, vous avez toutes les pièces, et nous on va essayer de mettre de l'ordre. Mais vous êtes gentil, vous êtes investi, vous êtes doux, vous êtes truc, mais il y a des malentendus, il y a des nerfs, il y a des stress, il y a des lourdeurs, il y a de l'amour propre, il y a de la bêtise, il y a un manque de communication, il y a un manque de spiritualité, il y a Satan, la lourdeur, il y a des choses. Mais vous avez les pièces, mais on va juste les mettre dans l'ordre. Les 3/4 des gens, en vérité, ils prennent le métro, ils travaillent, ils répondent, ils disent bonjour, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ils sont un peu perturbés parce que le puzzle, ils n'ont pas la trame du puzzle. Donc en vérité, on va reconstituer le puzzle. C'est ça.
Ça s'appelle Ishuv Da'at, ça s'appelle la sérénité, ça s'appelle la confiance en soi, ça s'appelle la Emouna, ça s'appelle le Bitachon. On met à plat le puzzle et on regarde l'image complète. Maintenant, si je réfléchis bien, que je passe ma vie en fin de compte à mettre les pièces à la bonne pièce, parce que vous savez, la pièce de puzzle, toutes les pièces se ressemblent, mais chaque pièce a une place. Maintenant, il y a des tricheurs au marteau, comme ça, ils essaient de la faire rentrer. Ouais, c'est pas sa place. Il faut mettre la bonne pièce, au bon endroit. Maintenant, imagine qu'au lieu d'avoir un puzzle qui a une seule image, au lieu d'avoir un puzzle qui a une seule image, en fait, c'est des images qui sont étalées dans le temps. Et à chaque fois, il faut mettre la bonne pièce de puzzle. D'accord? Donc là, il faut avoir la conviction pour parler au client. Et là, il faut trouver les mots pour parler à ton fils. Et là, il faut ne pas stresser ta fille, parce que si tu la rejettes, elle va trouver qu'Ahmed, il est gentil. D'accord? Donc, chaque fois, il faut être la bonne pièce dans le bon puzzle. Maintenant, là où ça devient vicieux, ça serait facile, c'était moi et un puzzle. C'est que le problème, c'est que c'est plusieurs puzzles mélangés. Parce que ma femme, c'est un puzzle. Mes enfants, c'est un puzzle. Ma communauté, c'est un puzzle. L'ambiance, c'est un puzzle. Mes clients, c'est des puzzles. Comment je vais faire à chaque fois pour mettre la bonne pièce au bon endroit? Alors ici, c'est marqué dans le pasuk. Kulan, Shavin, Letova. Kulan, toutes ces années-là, ça veut dire que la grandeur de Sarah, c'est qu'elle a été capable, à chaque étape de sa vie, de mettre, il y a encore des places, hein, rentrez. De mettre la bonne pièce au bon endroit. Ça s'appelle le geste précis en français. Tu dis ce qu'il faut, au moment où il faut, de la manière qu'il faut. C'est pas simple, hein. Je vous dis la vérité, les trois quarts des gens, ils sont intelligents, mais en différé. Après que la situation est passée, j'aurais dû lui dire, c'est pas ça que j'aurais dû faire, pourquoi je me suis laissé faire? Mais j'étais bête, je me suis emporté, j'ai mal jugé, j'ai pas vu les caves de route, mais je me suis pas rendu compte, mais c'est la mère de mes enfants, mais c'est le père de mes enfants, mais comment j'ai pu être tellement dur, tellement bête, tellement lourd, mais après le film. C'est pour ça que j'ai toujours des nerfs avec les gens qui me disent si j'avais su, on m'a pas donné les moyens. Je dis mais qu'est-ce t'empêche? Plus que de toute façon, tu sais que tu vas être intelligent après. T'as qu'à être intelligent avant. Alors toujours les gens, qu'est-ce qu'ils répondent? Oui, mais sur le moment même, c'est pas évident. Eh ben, c'est ça qu'on attend de toi. On attend que tu sois bien sur le moment même. Parce que rappelez-vous qu'intelligent avant, c'est de la culture, intelligent après, c'est des regrets. Parce que le gars qui est brel du début à la fin, il n'a pas de regrets. Il se sent concerné, mais en deux mots, donc il ne voit même pas le problème. D'accord? Mais la personne, elle sait. Elle dit, mais c'est pas possible. Mais comment? Mais pourquoi je l'ai cassé? Bon, j'étais vexé, il m'a amené des mauvaises notes. Alors je l'ai cassé. Mais pourquoi je l'ai cassé? Pourquoi je me suis concentré sur ce 2 en maths, alors que sa moyenne générale, elle a augmenté de 142%? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais après, tu penses à ça. C'est avant qu'il faut penser à ça. Parce que la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est une grande gare. Et il y a des trains qui viennent. Et les gens malins, ils montent dans le train. Vous me suivez ou non? Mais quand vous arrivez en retard, vous savez ce qu'il fait le train? Il part. Maintenant, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard. C'est pas le train qui est parti, c'est la gare. Ils arrivent avec leur petite valise, là, en sueur. Il ne comprend pas, il voit marqué place de la gare. Il n'y a pas de gare. Un supermarché ou là, une pompe à essence. Il attrape un petit vieux, le libraire, il est là depuis 1921. Il dit, monsieur, excusez-moi, c'est pas une gare ici? Bien sûr, monsieur. Alors, elle a été détruite il y a 10 ans. 10 ans? Mais oui, ça a été une longue discussion avec la mairie. Finalement, ils ont enlevé la gare, ils ont mis ce supermarché. Ah bon? Mais attendez, mais moi j'ai un billet de train. D'accord, monsieur, mais votre billet de train, voilà, il est de 1995. Nous sommes en 2015. Donc c'est la bonne heure. C'est le bonjour. Mais c'est pas la bonne année. Bon, c'est un peu gros comme histoire. Je sais que les gens ils disent, bon, vraiment... Mais il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, 15 ans après leur mariage, à la veille du guet, ils sont prêts à se marier. Ils sont prêts à sauver. Ils sont prêts à faire ce qu'il faut. Mais baba, le train, la gare, elle est partie.
Ouais. Genre ton fils il est marié, maintenant tu dis, allez, je vais commencer à lire les livres sur l'éducation. Ta femme elle est partie, tu dis tiens, j'ai acheté un truc sur le Shalom Bayit. C'est bizarre. Kulam Shavin, ouais, quand c'est marqué que toutes les années de Sarah, elles étaient complètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été à sa place chaque jour. Et ça, c'est très, très, très dur. Parce que vous avez bien compris que pour être la bonne personne au bon moment, c'est pas simplement qu'il faut venir à l'heure, c'est qu'il faut arriver à l'avance. Quand tu viens à l'heure pour prendre un train, le train il n'est pas là puisqu'il est parti. Donc il ne faut pas venir à l'heure, il faut venir à l'avance. Donc toi tu dois avoir de l'avance sur tes humeurs, tu dois avoir de l'avance sur tes enfants, tu dois avoir de l'avance sur ton conjoint, pour que quand elle arrive la situation, tu es prêt. C'est là. Oui, on y va, hop. C'est normal. Vendredi soir, tu rentres tard, bouché sur le périph', tu as eu 2 impayés d'1 million d'euros, je sais que tu vas être énervé, j'ai de l'avance. On y va. Bonsoir mon amour. Ouais, je suis pas bien. Ouais, c'est pas grave. Écoute, c'est Shabbat, on en parlera après Shabbat. Pourquoi tu le prends bien? Parce que t'es cool. Pourquoi? Parce que t'as de l'avance. Mais si toi t'étais dans le stress du Shabbat, avec les gosses qui ont mis des confitis dans toute la truc, qui ont tiré la dafina 5 minutes avant que ta belle-mère elle arrive, avec son scanner de tous les défauts de ce Shabbat pourri qu'elle va passer chez toi, tu vas devenir folle. Et toi tu es zen. Zen, parce que tu es construite, pas parce que tu prends des vitamines illégales, ouais. Tu es bien. Non, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont affaire. Ils disent, c'est que de l'herbe. Je dis, c'est que de l'herbe. Je dis, mais comment tu peux prendre une chose pareille, quand même, tu es un peu religieux. Et quand tu leur poses la question, ils disent, beuh. Il n'y a pas de beuh. Réponds clairement. On va pas m'égoter. Alors, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Donc je distille des petites choses comme ça, parce que même des gens après la tchouva et tout ça, ils continuent à... Des fois même ils commencent. Mais l'irvot Shabbat, pas Hazé Shalom. On n'est pas des dépravés, là, des voyous, là. Nous, on le fait l'irvot Shabbat. Il y en a un, moi, il m'a proposé. Il m'a dit, ben Chétil, ne le prenez pas mal. Hein. Il m'a dit, écoutez, vous êtes des chidushim, des fois tellement puissants, tellement forts. Je pense que si vous en preniez, vous pourriez voir des univers. Alors je lui ai dit, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune mal au carré. Je suis déjà comme ça, à sec, sans rien, je te fais planer, tu montes au ciel. Pourquoi je vais prendre quelque chose d'artificiel pour développer ce que je développe naturellement? Vous me suivez ou non? J'ai ma émouna, j'ai l'amour de mes proches, j'ai mon respect de moi-même, j'ai mon équilibre personnel. Pourquoi je vais prendre des béquilles alors que je ne suis pas Kudjat? Pourquoi je vais prendre une chaise roulante alors que je me déplace normalement? Oui. Pourquoi je vais prendre de l'exomile alors que je développe moi-même un système pour régénérer mes énergies essentielles? Mais c'est vrai que c'est plus pratique. C'est plus facile d'ouvrir un Candy Planet que de se travailler, de se construire et d'atteindre la satisfaction d'être. C'est vrai. Tu ouvres un paquet de bonbons, tu dis je suis bien. Je suis bien. Il y en a comme ça, il dit je suis mal. Prends un Candy Planet. Je suis obligé parce que c'est subventionné. D'accord, mais... Non, je dis les marques. D'accord? Il y a des gens comme ça. Ou alors la femme, elle est énervée, elle dit tiens, prends 500 €, va rue du Faubourg Saint-Honoré, fais-toi plaisir. Bon, peut-être 500 €, c'est chez Auchan. Bon, prends 3000 €, va rue du Faubourg, fais-toi plaisir. Et l'autre, elle est revenue, elle a un petit sac comme ça, pas un grand, un petit, 3000. Elle est contente, elle dit je suis une femme épanouie. J'ai stressé mon mari, il m'a donné 3000, je suis une femme épanouie. C'est marqué Kulan Shavin Letova. Ouais, toutes ces années, elles sont équivalentes pour le Tov. Ça veut dire que la personne, elle est construite, la personne, elle est entière, la personne, elle est pleine, la personne, elle est en accord perpétuel avec sa réalité. Mais à chaque fois que la personne n'est pas en accord, chaque fois que la personne est en incohérence, à chaque fois que la personne ne réalise pas, ne produit pas, ne développe pas, ne devient pas, elle va pas être bien. Et ça tourne. Gargar, ils disent en anglais. Ouais. Ça tourne, oui.
c'est de sa faute. Pourquoi? À quoi ça sert? J'arriverai jamais. De toute façon, à quoi ça? Je suis rien devenu. J'ai rien fait de ma vie. C'est trop dur. C'est de la souffrance, c'est de la peur. Et tout ça. Tout ce bruit-là. Tout ce bruit, il sert à quoi? Non, c'est pas une question. C'est une formulation interrogative qui vous prépare à ma réponse. D'accord? Mais c'est quoi? Sinon, c'est un cours particulier, ça va vous coûter une fortune. C'est même pas la peine d'envisager. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Personne ne lève la main. Bon, c'est dommage. Alors en fait, ça démarre d'un midrash. Tout ce que je vais vous dire, une grande partie de ce que je vais vous dire, c'est basé sur une sikha de Raphaël Shmulevitz, qui n'est pas marocain, je m'excuse pour les purs. Ouais. Qui s'appelle Osher Achaim, je pense que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Et après, j'ai pris les éléments, après ça s'est développé, mais en 25 ans, ça ne pouvait, grâce à Dieu, qu'évoluer. Donc c'est marqué dans Bereshit là-bas, Achar advarim ha'ele ayad varashem el Avram lemor al tira Avram anochi magen lecha scharecha arbe meod. Les copains d'abord. Alors, après, Achar advarim ha'ele, après ces sauges-là, de quoi on parle? Avram Avinu, pour ceux qui suivent l'actualité de la paracha, Avram Avinu, il a fait la guerre contre les malachim, contre les rois, il a été sauvé. Avant ça, il était rentré dans une fournaise ardente, oui, et il est sorti vivant. Alors la Torah, elle dit, Achar advarim ha'ele, après ces choses-là, Hachem s'est adressé à Avram en disant, n'aie pas peur, al tira Avram, n'aie pas peur Avram, anochi magen lecha, je te protège, scharecha arbe meod, ta récompense est très grande. Alors sur ça, le Midrash Rabbah, il pose la question, il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'Avram Avinu, il avait besoin d'être rassuré? Maintenant, Hachem, il vient, il lui dit, n'aie pas peur. Mais pourquoi il a peur? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Sheaya Avram Avinu mefached. Avram Avinu avait peur. Il a dit, Yaradeti le kifshana esh venitzalti. Je suis descendu dans la fournaise ardente et j'ai été sauvé. Milchama imamelachim venitzalti. J'ai fait la guerre avec les rois et j'ai été sauvé. Tomar shekibal tisrari baolamazé. Est-ce que tu vas dire que je viens de te reconnaître. Ça fait longtemps qu'on devait se voir. Donc, tu vas dire que j'avais reçu ma récompense baolamazé dans ce monde-ci, ve'enli olamaba. Comme ça le Midrash dit. Ça veut dire qu'Avram Avinu, il pensait que puisqu'il a eu la vie sauvée, dans la guerre contre les rois, et il a eu la vie sauvée quand il est rentré dans la fournaise, donc à cause de ça, il a perdu Olam Haba. C'est entendu, il a été payé dans ce monde-ci. Amarla, Akadosh Baruch Hu, Hashem lui a dit, Al tira Avraham, n'aie pas peur Avraham, il y a de la place. Anochi magen alecha, je te protège. D'accord? Maintenant, venez, on réfléchit. De quoi il avait peur Avraham? Maintenant, Avraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la fournaise ardente. Mais pourquoi il est rentré? Parce qu'il avait une conviction, vous savez qu'il n'avait aucune preuve réelle, concrète de l'existence de Dieu. C'est lui qui avait développé avec sa réflexion, il a développé une émouna qui est basée entièrement sur ce qu'il avait compris lui. D'accord? Et il est rentré dans la fournaise. Et quand il est rentré dans la fournaise, vous savez qu'il était convaincu qu'il allait mourir. Oui, non. D'accord. Mais il a survécu. De là, on apprend une chose extraordinaire. Que ne va survivre que celui qui est prêt à mourir. Bon, je comprends, il y a des sceptiques. C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. Ouais. Parce que si tu dis, ne va survivre que celui qui est prêt à mourir, après, c'est un pari. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu comme si tu fais du saut à élastique sans élastique. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. D'accord? Maintenant, même si c'est pas qu'il n'y a pas d'élastique, c'est qu'il y a, par exemple, il y a 5 élastiques. On te dit, mais il y a 5 élastiques. Il y en a 4 qui sont raccrochés au pont. Il y en a un qui n'est pas raccroché. Et toi, tu sautes. Là, tu ne peux pas dire Dieu est grand. Tu es obligé de dire Allah Akbar. C'est impossible. D'accord? Ouais. Donc, parce que t'es bête ou quoi, là? Il y en a un des 5 qui n'est pas attaché. Et toi, tu plonges. C'est impossible. Tout le monde est au courant. C'est évident, ouais. Il dit, quand Abraham, il a sauté, ouais, il a sauté pour mourir. Il a dit, je crois, je suis remis en cause, je suis rejeté de tout le monde, je suis rejeté par mes parents, je suis à l'encontre du monde. Ani achid ba'olami, je suis seul dans mon monde. Dieu, il est seul dans son monde et c'est pas grave. Attention, Nimrod, il te cherche. Ça fait 13 ans que t'es caché. Maintenant, il t'a attrapé. Il va te couper en morceaux. Il va te brûler si tu ne renies pas ta croyance. Il n'a pas renié. Il était prêt à mourir. Et parce qu'il était prêt à mourir,
Il a survécu. Son neveu, pas l'autre, hein, on parle toujours de l'autre, mais oui. Il a dit, oh, ça marche. Tu rentres dans le feu, tu brûles pas. Il est rentré. Il a brûlé. Pourquoi il a brûlé? Parce qu'il était rentré pour vivre. Alors toi, tu dis, attends, je comprends pas, attends. Le gars, il rentre pour vivre, il meurt. Le gars, il rentre pour mourir, il vit. Le monde, il est mal fait. Par exemple, ne le prenez pas mal, hein, je veux pas. Mais quand quelqu'un, il verse de l'eau sur lui, en général, il est mouillé. Ça va ou c'est... Quand tu verses de l'eau, tu es mouillé. Donc là, quand tu rentres pour mourir, eh ben tu meurs. Et quand tu rentres pour vivre, tu vis. Non, là, c'est l'inverse. Quand tu rentres pour mourir, tu vis. C'est vrai que c'est marqué Adam qui yamut ba'oel. Lorsqu'un homme, il mourra dans la tente. On parle de qui? De celui qui étudie la Torah. Puis quoi, il faut mourir pour étudier la Torah? On dit En Torah niknit et là bemi shememit atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que celui qui meurt pour elle. Tu dis, mais j'ai pas envie de mourir. Moi, je veux une Torah de vie, une Torah de sympa, une Torah de chlou. Je ne vais pas mourir. Pourquoi je vais mourir? C'est ça le problème. En vérité, ton problème, c'est que tu ne peux pas vivre parce que tu n'es pas prêt à mourir. Vous me suivez toujours ou vous croyez que je suis en train de vous rendre des martyrs? Non, eux, ils sont obligés de devenir des martyrs. Parce qu'ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. Et ils le revendiquent. Ils n'ont pas l'estime. Ils veulent pas l'estime. Alors d'accord. Alors tu n'as pas l'estime. Alors va mourir. Hein, qu'est-ce que je fasse? Mais nous, c'est pas possible. Ouais. Et donc c'est quoi l'idée? Alors je vous donne le secret. C'est que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a tué beaucoup de monde. Mais il les a pas tués dehors, il les a tués dedans. Parce que pour être généreux, il faut tuer le radin qui est en toi. Ouais. Pour arriver à avoir ton conjoint, il faut que tu tues ton amour propre. Pour être courageux, il faut tuer la peur. Pour être travailleur, il faut tuer le glandeur. Combien il faut que tu tues de gens pour être un mec bien? Tous les pendants négatifs de ta personne, il faut que tu les tues. C'est pour ça que les nuls, c'est toujours des gens qui disent « Ah mais moi j'ai tué personne. Hein. » Ah ben il est nul, il a tué personne. Donc, En Torah niknit et la bemiché memit atzmo alea, parce que le premier écran de l'étude de la Torah, c'est atzmo. C'est moi. Parce que toi, tu lis les textes, tu lis la Gemara, tu lis le Zohar, en cherchant ton nom. Quand est-ce que la Torah, elle dit comme moi? Mais tu es venu pour apprendre la Torah de Dieu. Alors fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Écoute, apprends, évolue. Peut-être dans 10, 15 ans, tu as un mot à dire. Mais les gens, ils font tchouva 3 jours après, ils arrivent. Écoutez, j'ai fait un stage en communication. Je vais dire ma lecture de la Torah. Dibli Neder. Ils n'en peuvent plus, les gens. Parce qu'ils sont pressés. Le gars, il dit que franchement, pas, j'ai fait 10 ans de médecine, j'ai rien à dire dans la Torah. T'as rien à dire. Va au Aleph Bet et retourne. On commence. Et l'autre, il est prix Nobel de mathématiques et l'autre. Une fois, j'ai fait un cours. Alors j'ai dit, bon, alors voilà, la Gemara, elle dit comme ça, Rachid dit comme ça. Il y en a, il lève la main, il dit, bonjour monsieur, je suis agrégé de philosophie. Je dis, bon, les fois chez les mains. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein, alors, je lui dis, écoutez, je ne sais pas qui vous avez cité, mais enfin, il a son opinion, j'ai la mienne. Je dis, attendez, j'ai parlé de Rachid. Écoutez, Rachid ou quelqu'un d'autre, moi, c'est son opinion et j'ai la mienne. J'ai dit, j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachid. Il faut savoir de qui tu parles, à qui tu t'adresses, qui c'est qui est en face de toi. Au moins, avoir la modestie intellectuelle de dire, mais c'est Rachid. Quand tu prends tout le chasse et tu prends tout le tanar, tu dis tous ces commentaires. Mais comment c'est possible? Rien que les étudier, ça prend 3 vies. Et toi, tu veux les concevoir. Mais dans concevoir, il y a se voir. Il faut se voir avant de concevoir. C'est pas grave. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Il dit, toi, tu n'as pas compris à qui tu t'adresses. Alors c'est ça, memit atzmo. Casse ton orgueil, casse ta bêtise et apprends. Tu as fait 10 ans d'études, 20 ans d'études. Eh bien, c'est pas grave, peut-être le chol, il va t'aider à aller plus vite. Mais d'abord, tu acceptes que c'est le bon Dieu qui parle. Et quand le bon Dieu, il parle, tais-toi. Parce que quand tu parles, tu l'empêches de parler, donc tu ne sais pas ce qu'il avait à dire. Et quand tu te tais, tu as une chance sur 2 de comprendre ce qu'il dit. Donc, il vaut mieux que tu te taises. Ah, maintenant, ton amour propre, il te dit, mais enfin, après toutes ces années d'études, avec l'expérience clinique dont je... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, baisse la tête. Et tu vas apprendre. Et tu vas grandir.
C'est ça, Mémitas Moaléa. Mémitas Moaléa, c'est pas des flagellations et de se couper des lanières de téphilines sur les bras. Non, c'est pas la peine. Non. C'est que tu vas casser, tu vas détruire à l'intérieur ce qui est mauvais en toi. Et ce qui, en l'occurrence, a été créé pour être détruit. C'est comme si vous achetez un tronc d'arbre, un beau tronc d'arbre de merisier, 5 000 €. 2 tonnes de bois. Vous allez chez le gars, le menuisier, là. Vous lui demandez de faire un buffet. D'ailleurs, c'est un gars qui n'est pas commode. Ouais, il a un cousin en Amérique. D'accord. Buffet, commode, bon, c'est pas grave. Vous avez une vitesse de réactivité qui est proche du coma. Alors, non, tout le monde sait que c'est plus grave. Donc, alors, vous avez l'arbre devant. Vous amenez l'arbre, vous dites au gars, voilà, je veux une commode. Ok, il dit, pas de problème. Alors il dit, comment ça va se passer? Maintenant vous avez acheté au poids, vous avez acheté au poids le tronc, d'accord? Donc 2 tonnes de bois, vous avez appelé, disons, vous avez acheté 5 000 €, importé directement de Patagonie là-bas. Le gars il dit, d'abord on enlève l'écorce. Alors lui il calcule, il dit 5 000 € l'écorce, il y en a au moins 100 kilos d'écorce, ouais. Qu'est-ce que vous faites avec? On la jette. Après on coupe le tronc en carré, ah bon, et les morceaux autour, qu'est-ce qu'on fait? On les jette. Après, on passe le rabot pour lisser. Et lui, il voit les copeaux, mais lui, il voit les copeaux en euros. Alors, à la fin, il se retrouve avec 4 planches, nickel, et un gros tas de copeaux. Il dit, attends, là. C'est quoi tous ces copeaux, là? C'est fait pour être jeté. C'est un peu comme la viande. Vous savez, quand vous achetez de la viande, il vous compte les os. Maintenant, je ne sais pas de quelle race canine vous êtes, mais en général, nous, on ne les mange pas. Mais il te les compte quand même, c'est normal. Il a acheté une bête. D'accord? Donc il a acheté une belle à 1 000 €, il va la vendre à peu près 24 000 €, le prix de l'entrecôte. D'accord? Mais en plus que tu t'es fait rouler sur le prix, en plus tu payes les os. Parce que si tu as les nerfs, il te restera quelque chose à ronger. Ouais. Mais c'est normal, c'est cachère, c'est normal. Ouais. Donc, mais c'est quoi l'idée? Sinon il faut manger halal, et ça c'est pas reconnu par tous les rabbinats. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne maintenant, elle va prendre le bois, et il y a tous ces copeaux, et elle a de la peine pour tous ces morceaux. Alors le gars, il lui rassure, il dit, écoutez, n'ayez pas peur. Ces morceaux-là ont été créés pour être jetés. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'on fait un arbre, et il faut une commode, et il y aura des déchets. Et les déchets, ils font partie du processus de fabrication de la commode. C'est un peu comme toi. Si tu dis, mais quand même, Haval, tous ces cahiers, tous ces stylos, que j'ai jeté au fur et à mesure des années, parce que c'est rare que le gars à 32 ans, il te montre son cahier de CM2, il dit, respect. D'accord? T'as vu là? Tu l'as lu la mention? T'as lu la mention? CM2, d'accord? Regarde bien. Admis en classe de 6e, avec les félicitations, mon petit. Ça va? Alors, tu te calmes. Il y a des gens comme ça. 32 ans, pauvre type fini, mais il a son cahier CM2, tu vois. J'écoute, si t'étais mort en 6e, j'aurais dit qu'on la cavode. Mais vu que t'as continué à vivre, je voudrais bien avoir des références qui soient actualisées. Parce que là, t'en es à 33e divorce, tu prends 12 joints par jour. Je sais pas si les félicitations du jury, tu vas les avoir cette année. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend qu'il y a des déchets. Parce que tu as eu besoin de faire la 6e, et la 4e, et la 3e, et tu as eu besoin de redoubler, et tu as grandi du divorce de tes parents, et aussi tu as lutté contre ton obésité, et maintenant tu es une femme forte et qui sait ce qu'elle veut, et toi tu as truqué. Chacun, il est passé par des étapes. Et bien ça, c'est tous les déchets qui sont nécessairement jetés. Vous me suivez ou non? Et bien les mauvaises midotes, c'est pareil. Le bon Dieu, il t'a donné des bonnes midotes et des mauvaises midotes. Qu'est-ce que tu dis, toi? Pourquoi j'ai les mauvaises? Je dois avoir que des bonnes. Mais t'as pas compris. C'est en luttant contre les mauvaises midotes qu'on crée les bonnes. Mina Rocher, de l'obscurité, elle vient la lumière. C'est ce que toi t'appelles des défauts chez ton conjoint, en fait, c'est les occasions de trouver les qualités. Comme les gens, ils me posent la question, ils me disent, mais pourquoi il y a toujours du bien et du mal? On ne peut pas faire un monde où il n'y a que du bien. Je dis, mais bien sûr, tu veux un monde avec que du bien, avec de la bonté, de la gentillesse, de la sincérité, de la musique, des maisons en couleur, du parterre qui fait du bruit. Tu veux? Dis oui, c'est Disneyland. Tu payes l'entrée, tout le monde est content. C'est vrai, t'as les maisons en couleur, le parterre il est rose, tu rencontres Mickey, tu peux prendre une photo avec Pluto. Et si Dieu veut, si Dieu te prête vie, tu pourras assister à la grande parade finale. Ce qui est le substitut de la Géoula, ouais. Le gars il a dit j'ai vécu jusqu'à 21h et là je vais voir passer le char. Pas le char céleste, le char du Brel, ouais. Rabotaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde-là n'existe pas. C'est un parc d'attractions.
C'est pour attirer. C'est un parc d'attractions. Comme il y a les lampes, ils attirent les moustiques, d'accord? Et les mouches, elles sont attirées par la viande. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Mais nous, on n'est pas là pour être attirés. On est là pour vivre. On est là pour affirmer, on est là pour construire. Donc ça ne va pas être simple. Ah, si quelqu'un il veut une vie facile, il va souffrir. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi la Torah elle est compliquée? Je dis parce que la vie est compliquée. Mais si la vie était simple, on aurait une Torah simple. Une Torah genre Coran, un truc facile, ouais. Mais c'est pas simple, c'est compliqué, il faut changer, il faut évoluer, il faut travailler, il faut se remettre en cause, il faut se détruire, il faut se reconstruire. C'est fatigant. C'est ça la valeur. Il dit cette logique-là, c'est ce qu'il a eu peur, Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que lui, il était vraiment rentré pour mourir. Pour ça que dans Emet, Yamet, Emet, c'est la vérité, Yamet dedans. Maintenant, les gens qui acceptent la vérité leur donne une force incroyable. Mais les gens qui fuient la vérité, ils en meurent. C'est vrai, tu dis la vérité qui tue. Tu veux tuer quelqu'un, tu lui mets sa vérité. Et tu m'as paralysé. Ça n'a pas été évident le duo là. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi l'idée, ouais? C'est quoi l'idée? Ça veut dire, disons que ça me déconcentre. Ça veut dire, et ça c'est très important, ouais, qu'une personne, elle fait un avec sa réalité, et c'est sa réalité qui le nourrit. Maintenant, si elle fait deux avec sa réalité, la réalité ne le nourrit plus. Maintenant, comment tu vas avoir la force pour assumer la réalité d'après, ouais, si tu n'as pas été nourri par la réalité d'avant? Vous me suivez ou non? Les acquis que tu as avec les grands, c'est ça ce qui t'aide à éduquer les petits. D'accord? L'énergie que tu as pris quand ça allait bien la parnassa, c'est ça qui te permet de traverser les moments où ça va pas bien. D'accord? Les moments où on était solidaires dans la souffrance de notre couple, et ben quand on retrouve dans le quotidien, on tombe pas dans le piège de la banalité du quotidien. Parce que malheureusement, c'est rare d'arriver à rendre le quotidien extraordinaire. Donc on est obligé de donner des événements extraordinaires pour que toi, tu aies un comportement extraordinaire. Et quand tu as un comportement extraordinaire dans l'extraordinaire, ça crée une solidarité pour pouvoir lutter contre la banalité du quotidien. Parce que l'important, c'est de trouver le côté extraordinaire du quotidien. C'est pas essayer d'attendre qu'il y ait un moment extraordinaire. C'est toi qui le rends extraordinaire. C'est toi qui décides. Moi, toujours, je raconte, quand je pensais au Shabbat chez mes parents, je voyais, pour moi, il y avait les salades, la salade cuite, la salade aubergine, tout le temps les mêmes. Les carottes, les kebabs, les trucs, le poisson frit. Et dans ma tête, quand je pense au Shabbat de mes parents, ils sont tous conjugués ce soir. Dommage, l'occasion de faire une clala. Alors, donc, mais c'est quoi l'idée? Et dans ma tête, maintenant moi j'étais un petit garçon de 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toujours je voyais le Shabbat chez les parents, vendredi soir, brillant. C'est comme ils font des films maintenant. À l'époque, il y avait Hamilton, bon il est mort, ouais. Mais, voyez, tu vois, comme une lumière très forte, et chaque plat il est brillant. Comme ça on voyait. Après, plus tard, j'ai grandi, j'étais à l'Yeshiva, je me suis marié, et je suis revenu, j'ai passé Shabbat chez mes parents. Mais j'ai vu que le service de Shabbat, qu'on mettait à table avec, c'était un arcopal à 2 balles. Que la salade cuite, c'était une salade cuite, que les aubergines, c'était des aubergines. Mais pourquoi c'était magique? Alors, je lui donne un secret. La vie, elle est pourrie. La vie, elle est pourrie. C'est toi qui la rends magique. Maintenant, les gens, ils payent des millions pour avoir une vie magique, alors qu'ils savent que c'est eux qui la rendent magique. Donc, elle n'est pas magique. C'est pour ça que la grave maladie des gens qui ont tout, c'est l'insatisfaction. Et quand tu es insatisfait, ça crée des aigreurs. Et les aigreurs, ça rend ta vie aigre. Maintenant, même si la vie aigre entretient les cornichons, c'est pour ça que les Ashkénazim adorent les cornichons, parce qu'ils ont une vie aigre. J'en profite, je règle des comptes, d'accord? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi l'idée? Ouais. C'est quoi l'idée? C'est que c'est toi qui vas rendre la chose magnifique. Elle est magnifique parce que tu la rends magnifique. Ta femme, elle est magnifique parce que tu la rends magnifique. Ta vie, elle est magnifique parce que tu la rends magnifique. Alors je dis oui, alors c'est un peu de l'autoconviction, parce que si concrètement, si réellement, ouais, si pragmatiquement, j'ai une vie difficile, je ne vais pas dire qu'elle est belle. Je dis, c'est ça ton problème. Ton problème, c'est un problème de référence. Vous savez,
je suis venu ici le soir de Shana Raba. J'ai raconté que mon cousin, il a fait partie des gens qui ont été assassinés, d'accord? Et dernièrement, j'ai fait un cours à Milan. Et là-bas, il y a un gars, depuis 10 ans, il écoute mon cours. Et il enregistre le cours. Et il prend des notes sur le cours, il connaît les cours par cœur. Il m'a dit, Rabbi Yahya, depuis cet événement, votre cours, il a changé. Vous me suivez ou non? C'est très dur, mais ça te fait changer. Parce que tu dis, bon, au Hachem, mon travail, les enfants, les mariages, les brit milot, les élèves, le kavod, les CD, les khbaba. Et l'autre, les coups de couteau, par terre, dans une ruelle de Jérusalem, avec des Arabes qui rigolent. Tu sais quoi? Ça te remet les pendules à l'heure. Tu te dis, oh, il y a peut-être des choses plus graves. Même des fois, maintenant, les gens, ils m'appellent, ils me disent, oui, ça... Je dis, c'est futile. Moi, genre, il m'a pas dit bonjour, il n'a pas appelé ma mère pour lui dire Shabbat Shalom. Mais elle, son mari, il ne reviendra plus. C'est fini. Elle-même, elle a reçu 17 coups de couteau. Son fils, il a pris une balle dans la jambe. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si vous allez me dire, oui, bah attendez, là, vous nous étouffez, vous avez la réputation de faire marrer les gens. Non, je ne vous ai pas dit ça pour vous angoisser. Je ne vous ai pas dit ça pour vous culpabiliser de votre bonheur. Je vous dis ça pour que vous ayez une référence. C'est important d'avoir des références. Parce qu'à partir de la référence, tu vas référencer ton bonheur. Au Hachem, je suis vivant. Mais tu vas aussi référencer ton malheur. Parce que c'est quoi mon malheur à côté de ça? J'ai dit ça souvent dans les cours, mais les gens croient que je rigole. C'est une caractéristique, Ben Chetrik. J'ai beaucoup d'humour, mais je ne rigole jamais. C'est pour ça que mes enfants sont étonnés quand ils écoutent mes cours. Ils disent, écoute papa, c'est toi le gars dans le... Donc je vous donne le secret. Le secret, c'est ça. Parce que je suis très très convivial et sympathique et rigolo pour faire passer le message. Mais ma pensée, elle est... D'ailleurs, j'ai des gens très très noirs, des vrais feront pas des gens qui font semblant, ouais, qui écoutent les cours. Il me dit, Rabbi Yahya, c'est incroyable ce que vous faites. C'est la femme du Dayan de Nebrak, c'est pas genre la gars qui a fait Tchouva il y a 3 semaines et maintenant il est devenu Rosh Yeshiva parce qu'il a trouvé un frac à sa taille. Et pourquoi un frac? Parce qu'il a besoin de fric, c'est normal. Comment je vais faire? Le mot ça dit il a besoin. Ah, d'accord. Non, je parle pas de ça, je parle des gens, des vrais fronts, des vrais. Ils écoutent les cours, ils tombent par terre. Il dit 25 ans que je vois le Rav Dessler, c'est maintenant que je l'ai compris. Kol hakavod, c'est bien. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, malheureusement, les références qu'on a, souvent elles sont fausses. Elles sont illusoires. Elles sont débiles. Elles ne marchent pas. C'est pour ça que j'ai dit ça, j'ai dit 1 million. Ça fait 25 ans que je le répète, mais les gens ils croient que c'est une blague. Mais Béhémet, c'est comme ça que je pense. Oui. Les gens me disent, pourquoi vous faites jamais la tronche? Alors j'ai dit pourquoi? Parce que c'est une question de référence. Ma référence à moi, c'est Auschwitz. D'accord? Donc tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je kiffe. Je me réveille le matin, il n'y a pas les Miradors, il n'y a pas les Allemands, il n'y a pas les bergers, il n'y a pas les bergers allemands, espèce de fusion de pédigrés, d'accord? Il n'y a pas les chambres à gaz, il n'y a pas le four crématoire. Mais quel plaisir, mais quelle joie, quel bonheur! D'accord? Quand il y a une référence très basse, tout ce qui est au-dessus, tu kiffes. Mais toi, ta référence, c'est Miami Beach. Maintenant, à Blanc-Ménil, dans un HLM, au 8e étage, sans ascenseur, avec la télé qui marche pas, le frigo vide avec un yaourt tourné, une femme qui fait la gueule et un fils dépressif, là tu dis, dommage, je suis pas mort hier. Vraiment, il y a des trucs qu'on a ratés, ouais, c'est pas facile. C'est dur. Donc c'est ça ton problème. Tu as une référence qui est trop haute. Vous avez déjà été à Miami? Allez à Miami, ça vaut le coup de jeter de l'argent. Allez-y. Il n'y a rien. Tu dis, Miami, Miami. C'est une carte postale. C'est comme une carte postale. Tu arrives, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des plages, des immeubles, des trucs privés, des magasins cachers, il n'y a rien. C'est que de l'extérieur. C'est un décor. Los Angeles, c'est carrément le cinéma, il est en dehors des studios. D'accord? Il n'y a rien. New York, c'est... Quand tu t'arrêtes, tu dis, bon, on peut parler. Amérique, Amrek, un peuple vide. Ouais. Pourquoi? Je vous dis l'idée, c'est très simple. Parce que tu as une référence qui est trop haute. Donc tout ce qui est en dessous, ça te déçoit. Mais quand tu as une référence qui est très basse, tout ce qui est au-dessus, ça te fait plaisir. Alors je sais ce qu'ils vont me dire les intellectuels. Oui, mais de toute façon, ça ne marche pas non plus, puisque la référence est fausse. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas Auschwitz. D'accord? Donc à quoi ça sert de prendre une référence qui est fausse? La distance, ça se mesure en kilomètres, la taille, ça se mesure en centimètres. Vous prenez une fausse mesure et après vous dites, par rapport à ça, je suis heureux. Alors c'est faux. Oui, non, je peux pas faire de l'antithèse. Parce que si j'ai la thèse, c'est que j'avais déjà fabriqué l'antithèse. Alors,
Alors je vous donne la réponse. Le fait de référencer au camp de la mort ne veut pas dire que tu es passé par les camps de la mort ou que tu es dans un camp de la mort. Bien que connaissant ta femme, je peux imaginer. Mais d'accord, mais non, un camp de l'amour, disons, ouais. Non, mais le fait d'avoir une référence qui est très basse, ça va relativiser la gravité de ton problème. Vous me suivez ou non? Donc tu pourras aborder le vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est que toi, tu gères les faux problèmes avant de commencer à gérer les vrais problèmes. Et rappelez-vous qu'avec une savonnette, une petite savonnette que vous achetez 2 €, on peut remplir la salle de bain de mousse. Tu la mets dans la baignoire, tu allumes la douche, elle fait ta, 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 ta. C'est le bain moussant. Ta, 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 ta. Tu ouvres la porte, il n'y a que du bain moussant. Où il est ton fils? Mais il est malade, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, maman, je voulais te montrer la vanité de la vie. Tu vois, tu t'es pris la tête pour des problèmes, parce que tu as des problèmes, parce que tu as des soucis, parce que ça n'a pas marché, parce que tu es déçu, parce que c'est pas bien, parce que c'est... Mais tout ça, c'est de la mousse. Attrape la savonnette, là voilà la savonnette. La savonnette, c'était ta responsabilité de femme ou d'homme. Là voilà, c'était ça la savonnette. Vas-y, tiens ton rôle. Et toi, comme tu n'as pas envie d'assumer ton rôle, tu fais de la mousse, la mousse, la mousse, la mousse. Et ta sœur et ta mère, et les déboires, et les conséquences intellectuelles, psychologiques, trucs, tuniseries, maroquineries, tu nous as fait voir de la mousse. Mais c'est des faux problèmes, ça. Maintenant, rappelez-vous que les gens, la 3/4 des gens, la moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes. Et l'autre moitié, grâce à Dieu, ils trouvent des solutions à leurs faux problèmes. Alors, quand est-ce qu'on va commencer les vrais problèmes? Je sais ce que vous allez me dire. Ah, Don Colo, comme disait ce cousin connu de Marco Polo. C'est pas évident. Comme les gens, ils me disent à moi. Et ils me disent, mais tout ça, c'est de la théorie, Rav. Je fais un cours de Shalom Bayit. Le gars, il vient, il me dit, c'est de la théorie. Je dis, mais la pratique, je peux pas la faire à ta place. Je sais pas, je comprends même pas la question. Et je dis, mais tout ça, c'est de la théorie, tout ça. Mais évidemment que c'est de la théorie, Abrel, c'est toi qui es dans ta maison, c'est pas moi. Moi, la mienne de maison, tu veux la voir, ma maison? Moi, tu crois que j'ai été voir quelqu'un? Moi, je l'ai fait, mon travail, je l'ai fait. Mais alors, pourquoi t'es venu? Parce que t'as pas fait ton travail. Et quand je te dis, c'est quoi ton travail, tu me dis, c'est de la théorie. C'est-à-dire que même ta recherche de solution, elle est théorique. Alors, tu m'étonnes que la solution, elle va jamais arriver. C'est vrai ou non? Parce que moi, j'ai une question, hein, ça n'engage que moi. Moi, j'ai pas eu la chance d'étudier la psychologie, mais bon, j'en ai soigné certains. C'est que si tu penses que la solution est théorique, tu sais ce que je pense, moi? Et ça n'engage que moi. Hein. Moi, je pense que c'est le problème qui est théorique. Chacun son truc. Toi, tu délires sur la solution, moi, je délire sur le problème. Vous me suivez ou... C'est comme si vous trouvez un bâton par terre. Vous trouvez un bâton par terre. Vous êtes dans la forêt, vous marchez. Vous voyez un bâton peint en bleu. En général, les bâtons ne sont pas bleus en forêt. Donc, il y a un buisson, et par terre, il y a un bâton coupé. Vous voyez qu'il est coupé et qu'il est bleu. C'est marrant, il y a un bâton bleu en pleine forêt de Montmorency. A priori, il n'y a pas d'arbre bleu, hein. À part chez les Schtroumpfs, peut-être. Maintenant, vous êtes là comme ça et vous vous dites, tiens, j'ai un questionnement. Pourtant, j'ai pas fumé, mais j'ai un questionnement. Est-ce que ce bâton-là, que je vois qu'il démarre ici, ouais, parce qu'il est coupé, mais je sais qu'il continue après, parce que je vois pas le bout. Est-ce que ce bâton, il n'a pas de fin? Vous voyez un peu le questionnement intellectuel? Hein? Oui, non? Bon, relisez Bernard-Henri Lévy, d'accord. Donc, c'est un bâton, il est là, et moi je m'imagine, peut-être ce bâton, il se termine jamais. Genre, je vais dire, ah, tu sais quoi, je vais l'attraper, et je fais comme ça, et j'arrive pas à finir le bout. Et après, j'ai déjà tiré 11 km de bâton bleu, et je dis, ce bâton, il se termine jamais. Personne ne pense ça. Tu dis, un bâton, quand tu vois un bout, tu sais bien que tout ce qui a un début a une fin. Ça va? Oui, non? Oui, non? Maintenant, moi, je pose la question. Toi, tu es venu avec un problème. Le problème, c'est le problème. Mais la détresse du problème, elle vient de quoi? Du fait que tu as l'impression que ton problème, il est insolvable. Donc, ce qui est infini chez le bâton s'appelle insolvable dans un problème. Donc, moi, quand je te donne une solution, le vrai problème, c'est pas que je t'ai donné une solution, c'est que j'ai changé la nature de la détresse de ton problème, que maintenant, il est plus insolvable. Mais comment tu vas faire maintenant que tu n'as plus de problème insolvable? Tu vas être obligé de régler le problème. C'est comme les gens qui viennent avec des dossiers pour t'expliquer que c'est leur femme qui est folle, et toi, en 3 minutes, tu vas expliquer qu'il est parano. Tu dis, attendez, écoutez, un peu de respect quand même, j'ai mis 21 ans pour faire ce dossier.
Vous n'allez pas tout... Laissez-moi au moins... J'ai ta mère, elle est comme ça, toi, t'es comme ça. Tu t'es masturbé jusqu'à l'âge de 17 ans. Ton père, il t'a cassé. Aucune personnalité. Il était très fort, très puissant. Travaille dans un milieu de responsabilité. Ta mère, elle était froide comme une craie. Prof de maths, prof de physique. Directrice d'école, je te l'avais dit. D'accord. Alors, voilà. Voilà, c'est fini. Il me dit, attendez, mais Rav, laissez-moi au moins dire bonjour. Si j'ai pas besoin. Ta tronche, elle parle pour toi. Tonton, il parle pour toi. Alors voilà, je t'ai donné ton histoire maintenant. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu dis quoi? J'avais préparé, moi, j'avais préparé tout ce problème-là, parce que j'avais l'espoir qu'avec ce problème, bon ben, vous auriez compris que c'est l'autre qui est folle. Ben non, mais ça serait bon si c'était comme ça. Il y aurait le blanc et le noir, le cow-boy et les Indiens. Et c'est pas comme ça. Même Buffalo Bill, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, il y a des gens bien chez les Indiens. Même chez les Indiens, il y a des gens bien. C'est-à-dire arrête de croire que la théorie que tu as sur l'autre, elle justifie et elle légitimise la tienne. L'autre, c'est un autre monde. L'autre aussi, il a une destinée. L'autre aussi, il va rendre des comptes au bon Dieu. Et que Hachem, il l'aide à être à sa place chez lui. Mais quand toi, tu légitimises le fait que tu n'es pas à la tienne, par le fait que tu as bien analysé, diagnostiqué, psychanalysé pourquoi l'autre n'y est pas, tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie. Pourquoi? Parce que Rabotai, je ne le prenais pas mal, mais quand on arrive devant le bon Dieu, on vient seul. Vous vous rappelez cette démonstration? Quand quelqu'un y naît, en général, il sort seul du ventre de sa mère. C'est rare qu'il vienne d'une colonie ou là. Allez, Madame Cohen, il en reste 22. Non. Tu accouches, tu sors de... Oh, il est né, c'est extraordinaire, c'est un bébé, il est beau, il vieillit. Donc tu nais seul. Tu arrives à la fin de ta vie, 95 ans. Toute la famille, elle est là. Papy, papa, on a besoin de toi. Tu peux pas nous quitter. Tu peux pas nous trahir. La femme, elle dit, chérie, qui va payer le loyer? Les enfants, ils disent, papa, on n'a pas visé nos comptes. D'accord. Les cousins, ils disent, moi aussi, je suis de la famille, alors. D'accord. Alors le vieux, il n'arrive pas à mourir, il est là comme ça, il est là, il dit, oh, écoutez, j'ai déjà assez de soucis. Allez, bon, il dit, on a besoin de toi, on peut pas te quitter. Alors, en désespoir de cause, le grand-père sur son lit de mort, il leur dit, écoutez, ok, qui c'est qui vient avec moi? Voilà. Les règles de la politesse, par devant, on te rattrape, laisse-nous un numéro, on te rappelle, personne ne va venir. Même Benamou, qui est très inventif, n'a pas imaginé un cercueil à 2 places. Donc, si tu nais seul, et si tu meurs seul, oui ou non? Oui, n'ayez pas peur. D'accord. Vous savez, c'est un rendez-vous qui va arriver. Même celui qui était en retard toute sa vie, ce jour-là, il va venir à l'heure. Donc quand la personne, elle va mourir, elle va voir qu'elle est seule. Et seule, ça veut dire quoi? C'est que si tu es seul à la naissance et tu es seul à la mort, tu as bien compris donc par anticipation qu'après tu seras seul aussi, c'est-à-dire devant le bon Dieu, tu vas être seul. Le bon Dieu, il va te recevoir. Vous savez comment ça se passe? Vous avez le programme ou non? Achetez-le, c'est dommage. Il y a un sefer qui s'appelle Even Shlema, qui a été écrit par le Gaon de Vilna, et là-bas, il vous raconte tout ce qui va se passer. Comme ça, c'est pas que t'es les surprises. Oh, tiens. Mais qu'est-ce que c'est une rôtissoire? Non, ça c'est ta chambre. Ah, d'accord. Ouais. Donc, le programme, il existe. On va arriver là-haut à 120 ans. Il va y avoir mais pas un petit public comme ça. Il va y avoir 25 000 personnes, avec au premier rang tous les tzadikim et au deuxième rang toute ta famille. Un pupitre, une estrade, un écran géant et Hachem avec le beddin. C'est comme ça que ça se passe. Je vous raconte. Ouais. Et toi, tu verrais là-haut, tu dis, je suis là, c'est bien, c'est à moi de parler. Ouais. Alors Hachem, il va dire, écoute, c'est très simple le jugement. Tout ce que tu as vécu, c'est filmé. Comment? Par ton œil. Comme ça, il dit le Gaon. On prend l'œil, on le met dans un appareil, et on va regarder toute ta vie sur écran géant. Tu dis, excusez-moi,
c'est une version originale ou il y a eu un montage? Tu dis, moi je m'en fous, il y a des trucs, il n'y avait pas de témoin. Je dis, oui, le problème c'est que c'est toi qui as filmé. Et en plus, sur les parties les plus intéressantes, t'as zoomé. C'est rare qu'un gars en plein adultère, il tourne la tête, il dit, Hazve Shalom, c'est rare. En HD. Et tout est là dans l'œil. On prend l'œil, on met dedans. On passe le film, on dit vas-y, c'est un film, tu fais les commentaires. Tu vois ta grand-mère au premier rang. Narpibes, c'est mon fils. Narpibes, j'ai prié, j'ai allumé des veilleuses, j'ai fait des taraniotes pour qu'ils réussissent. Mamie, là, tu vas fermer les yeux parce que... Bon, là, c'est Catherine, c'est une copine. Hein. Mais, qu'est-ce qu'il fait, mon petit-fils? Oh, haram, qu'est-ce qu'il a? Ah! Rapide-toi, Yabrel! Tout est filmé! Je ne sais pas si vous me suivez. Tout est filmé. Tous les brochettes de porc là-bas à Taïwan, c'est filmé. Tu dis, mais j'étais seul. C'est filmé. Et c'est toi qui as filmé. Tu dis, ça fait un malaise quand même. C'est pour ça qu'on dit le jugement, il est terminé quand il commence. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu t'as passé ta vie à baratiner, à accuser, à légitimer, à expliquer, à psychanalyser. Mais il n'y a pas. Voilà, on est là, voilà. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça s'appelle Olam Haemet, c'est le monde de la vérité. Vous me suivez ou non? Maintenant, je rassure juste les gens qui voudraient se suicider ce soir, c'est que la teshuva permet le montage. C'est-à-dire que tous les passages sur lesquels tu as fait teshuva sont floutés. Donc la grand-mère, elle dit, c'est qui celui-là? On ne connaît pas. Je sais pas, il y a eu un problème au montage. Elle dit, mais quand même, il a son profil. Non, c'est une erreur. Ça doit être Wahdahor ou la... Personne ne le connaît. Donc ça, c'est la teshuva, d'accord? Mais on a dit, si je suis seul à la naissance et seul au moment de mourir, et seul devant le jugement, qui va dire que je ne suis pas seul durant la vie aussi? On dit, non, pendant la vie, on n'est pas seul. Au Hachem, on a des amis, on a de la famille, on a des parents, on a des conjoints, on a des clubs, on a des groupes, on a des cercles, on a des... En vérité, c'est faux. Tu es seul aussi. Mais attention, quand on dit seul, ça ne veut pas dire seul. Ouais, seul, c'est pas seul. Parce que les goyim, ils appellent somme. La sommitude. Ouais. Non, seul, c'est quoi seul? Tu es seul devant la responsabilité. Tu es seul devant la maladie. Tu es seul devant tes choix. Tu es seul devant tes obligations d'exister. Tu es seul devant tes obligations d'assumer. Tu es seul. Maintenant, tant que toi, tu penseras que tu n'es pas seul, c'est-à-dire dans le sens de déresponsabiliser, de mettre quelqu'un devant toi, d'envoyer quelqu'un au front, d'accord? Et toi, tu dis, moi, je suis passé derrière, d'accord? De dire du mal des autres, après tu dis, c'est pas moi qui l'a dit. D'envoyer quelqu'un faire du mal, après tu dis, je ne l'ai pas envoyé. Il y a des gens comme ça qui vivent par intermédiaire. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris que tu es seul. Maintenant, je vous donne le secret. Celui qui est bien quand il est seul, même au milieu du monde, ouais, quand il est seul, même au milieu du monde, parce qu'il est déjà bien quand il est seul tout seul, ouais, et il est aussi seul, il est bien quand il est seul au milieu du monde. Mais celui qui n'est bien qu'au milieu du monde, ça veut dire qu'il est mal quand il est seul. Mais pourquoi il est mal quand il est seul? Vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas de monde? Non, c'est parce que quand il est seul, il n'y a personne. Et c'est pas évident de vivre avec personne. Mais si quand tu es seul, il y a toi, il n'y a pas personne, il y a toi. J'ai donné cette théorie une fois. J'ai dit, pourquoi, bon, avec tout le respect qu'on doit à l'endroit dans lequel nous nous trouvons, pourquoi on va seul aux toilettes? C'est vrai, des fois, ils marquent toilette publique, mais il y a une seule cuvette. Quelque part, c'est un mensonge. Ils auraient dû mettre plusieurs cuvettes, avec des journaux, des téléviseurs, et puis on parle, on discute, et on échange. Tu dis, mais non, c'est des toilettes. Alors pourquoi ils marquent toilette publique, si on est seul? Deuxième constatation intéressante, au niveau de la psychiatrie Goy, pourquoi est-ce qu'on va dans la douche seul? Même les Suédois, qui sont très ouverts, quand même, pour aller à la salle de bain, ils vont seuls. Même, essaye ton fils de 17 ans, il rentre dans la salle de bain, tu dis, tiens, laisse la porte ouverte, je vais te frotter le dos. Il dit, écoute, maman, c'est bon. Maman, c'est bon.
Et mon fils, t'es mon fils, t'es mon fils, mon chéri, mon cœur, ma vie, ma chère, même ton caca, je l'aime, d'accord? Non, 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 maman. Maman, s'il te plaît, tu restes dehors, je rentre dans la salle de bain. Alors, je repose la question. Pourquoi est-ce qu'on va aux toilettes seul et pourquoi on va à la salle de bain seul? Bon, c'est vrai que la démonstration est un peu morbide, mais la leçon, elle est incroyable. Vous êtes prête à l'écouter ou non? Mais c'est violent. Oui, non, oui, non. Je viens pas souvent, ne vous en faites pas, vous allez retrouver tous les rabbins sympathiques. Mais je vous donne le... Écoutez bien cette logique si vous la prenez par cœur. Les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, n'invite pas les gens que tu aimes. La crasse, la crasse. On a tous de la crasse, on a tous des déchets, on a tous de la saleté. Tu n'es pas obligé d'en faire subir les autres. C'est pas parce qu'elle t'a épousé qu'elle doit avoir tes crasses. C'est pas parce que c'est ton mari qui doit recevoir tes crasses. C'est pas parce que tes enfants qui doivent subir tes crasses, parce que c'est ton caractère. Tu vas aux toilettes et tu te débarrasses de ta crasse. Et tu vas à la salle de bain, tu vas chez le thérapeute, tu vas chez le rave, il y a des spécialistes, des accueilleurs de crasse, ouais. Tu fais ton travail. Mais nous, on n'a pas de subir ta crasse. Parce que le minimum de respect que tu dois à quelqu'un, c'est de ne pas lui faire subir sa crasse. Mais ça, tu ne peux gérer ta crasse que quand tu as compris que pour le meilleur et pour le pire, tu es seul. Donc les vitamines, tu les prends seul. C'est rare qu'un gars qui a une tablette de chocolat, il appelle tous ses cousins. Il tape chez les voisins, il dit, écoutez, j'ai une tablette. Touchez-moi à 18h. Mais non, le gars, il se la mange tout seul. Il se fait plaisir. Alors si pour la tablette de chocolat, tu n'invites pas les copains, hein, alors pour la crasse, pourquoi tu préviens la terre entière? Ramène chez toi. Tu sais ce qu'elle m'a fait? Tiens, toi. Toi, t'es mon cousin. Écoute ce qu'elle m'a fait. Regarde, toi, t'es mon fils. Regarde ce que ta mère, elle a fait. Pourquoi pour la crasse, tu invites le monde entier et pour la tablette de chocolat, tu n'invites personne? Pourtant, ils sont de la même couleur, les deux. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas compris que ta référence au départ, elle est mauvaise. C'est que tu dois dire, moi, ça fait partie de ma réalité. Dans ma réalité, il y a des moments extraordinaires et il y a des moments très difficiles. Mais ça fait partie de ma vie. Maintenant, si toi, tu avais une référence très très basse dans la vie et que tu acceptes ça, alors tout est facile dans la vie. Mais si toi, tu as une référence très haute et qu'en plus de ça, tout ce qui t'intéresse, tu le gardes et tout ce qui te dérange, tu le transfères chez les autres, c'est pour ça que tu as une belle vie. Comment les gens, ils ont une vie légère? Parce que tout le poids, ils le transfèrent chez l'autre. Or, qu'est-ce qu'il dit Ravolbeu? Il dit, c'est quoi la savlanout? C'est quoi la patience? C'est quelqu'un qui porte un poids très très lourd et qui continue à marcher. Il dit, le Ravolbeu, il dit, malgré que nous voyons la différence que nous avons avec l'autre, mais nous continuons à porter cette charge. Parce qu'en vérité, c'est quoi? C'est quoi la colère? La colère, c'est la différence de l'autre. Et c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la différence de l'autre. Maintenant, quand je vois la complémentarité dans la différence, j'adore l'autre. Et quand je vois la différence de l'autre, je meurs. Donc l'enfer, c'est une complémentarité qui n'est pas assumée. Facile, non? Et le Gan Eden, c'est quoi? C'est une complémentarité qui est assumée. Parce que je suis nerveux, elle sait me calmer. D'accord? Je gagne de l'argent, elle sait le dépenser. Grâce à Dieu. D'accord? Mais c'est quoi? Ben, il faut bien que tu justifies. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 000 euros par semaine? Il faut que tu blanchisses. Donc cette logique-là, et ça, c'est que quand j'accepte ça, et je grandis avec ça, et je développe avec ça, et je poursuis avec ça, la vie, elle est facile. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? J'ai pris une référence dynamique de positivisme. Ouais. Et comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle la vie. C'est ça la vie. Parce que la base, elle est très basse. Et on va grandir avec ça. Et on va... Ah, maintenant, il y a du bien, il y a du mal. Eh ouais, d'accord. Même quand tu t'es marié, on t'a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Et les enfants, ils ont aussi des mauvais côtés. Et dans tous les choix, il y a du bon et du bien et du mal. Maintenant, pourquoi il y a du mal dans les choix? Encore une fois, tout à l'heure, on a dit on aurait préféré un choix où il n'y a que du bien. Ce choix-là, il n'existe pas. Ah, alors pourquoi? Et alors quoi, il n'y a que du mal? Ouais, ils disent les désespérés. Non. Alors c'est quoi? Il y a du bien et du mal. Alors je vous donne le secret. C'est que le bien et le mal dans le choix sont nécessaires. Parce que le chemin d'accessibilité au bien, c'est la lutte contre le mal. Dans un choix, il y a un truc qui te dérange. Ce qui te dérange, tu le sublimes. En sublimant ce qui te dérange dans le choix, c'est là que tu atteins le côté positif du choix. Par exemple, tu veux être bon en maths. D'accord? Bon, on va prendre un cas facile. Tu veux la voiture. Elle coûte 60 000 euros. Donc, il y a un côté désagréable qui s'appelle
de se décharger de 60 000 euros. Toi, tu dis non, je voudrais la voiture, mais garder les 60 000 euros. Ben, c'est du vol, c'est autre chose, c'est une autre approche. Mais l'approche normale, c'est que tu vas sacrifier les 60 000 et tu vas recevoir la voiture. Ça s'appelle donnant-donnant. D'accord? Mais là, c'est pareil. Peut-être tu vas sacrifier l'ambition que ton fils soit ce que tu voudrais qu'il soit pour recevoir la satisfaction de voir qu'il est devenu ce qu'il devait être. Voilà. Toi, tu dis, je ne veux pas sacrifier, moi. Moi, je vais le calquer, tatouer, ébénister, fabriquer, conditionner, formater. Mais je vais être déçu quand même. Parce qu'il est devenu ingénieur, mais je sens qu'il n'est pas heureux. Eh ben, c'est pas normal. Parce que moi, à sa place, j'aurais été heureux. Oui, mais le problème, c'est qu'étant donné que le bon Dieu, il a donné un autre corps, avec une autre personnalité, une autre neshama, donc il avait aussi, quelque part, je m'excuse de t'insulter, un choix. Mais comme toi, tu penses que tu as fait le bon choix, et par hasard, le bon choix, c'est justement ce que tu n'as pas réussi à devenir, donc tu voudrais que lui, il soit une espèce d'école de rattrapage, de devenir ce que tu n'es pas devenu. Maintenant, lui, il ne peut pas être bien dans sa peau avec la vie d'un autre. Donc, il est ingénieur, il t'a fait plaisir, il est médecin, mais il n'est pas heureux. Parce qu'il n'est pas devenu ce qu'il voulait devenir. Donc, pour que l'enfant il devienne ce qu'il doit devenir, il faut sacrifier l'ambition de lui imposer la tienne. Tu dis, ouais, mais c'est prendre un risque. Parce que s'il ne devient pas ce que je veux, mais qu'il devient n'importe quoi, c'est un risque. Ben, tu viens de découvrir que la vie sans risque n'existe pas. Voilà. Pourquoi celui-là gagne 100 000 euros? Parce qu'il a pris des risques. Mais pourquoi l'autre il ne gagne pas 100 000 euros? Parce qu'il ne veut pas prendre de risques. Le gars qui ne veut pas de risque, il prend son argent, il le met à la caisse d'épargne. Il a 1,75 hors impôt. Il a 1 euro, il a 1% hors impôt. J'ai pas fait la mise à jour, excusez-moi. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle un livret A. Parce qu'à la fin de l'année, tu regardes les bénéfices, tu dis « Ah !» Alors toi, tu dis « Ouais, mais pourquoi l'autre, il a pris 700 000 euros ?» Il a pris 700 000 euros, mais il a pris des risques. Toi, tu veux pas de risques et tu veux des bénéfices. Tu peux pas. C'est pareil maintenant. Toi, tu as pris le risque. Tu as pris le risque d'être sincère avec ton conjoint. Tu as cassé les barrières, tu as enlevé l'orgueil, la bêtise, la lourdeur. Tu as dit, je veux te parler, je t'aime, je veux construire avec toi. J'en ai marre de ces enfantillages. On va s'asseoir, on va poser les choses, on va les régler. Tu as pris un risque extraordinaire parce que tu t'es découvert. Tu t'es mis à nu. L'autre, il peut en profiter. Ah, tu vois, je savais que tu avais des problèmes, je savais. C'est vrai que c'est un risque. Mais de notre côté, il faudrait bien qu'un jour ou l'autre, vous mariez les deux. On ne peut pas se marier en frottant deux carapaces. Si on met 2 bouteilles l'une à côté de l'autre, tu crois qu'il y a une troisième chantraine qui va sortir? Il faut se mettre à nu pour que ça soit des enfants d'amour. Sinon, ça va être des enfants ciment qui permettent de maintenir en place les 2 parpaings que nous avons créés. Ah, tu dis, mais c'est risqué! Mais toute la vie, c'est risqué. Même respirer, c'est risqué. Tu respires, tu n'attrapes pas un virus. Tu investis, tu peux perdre. Tu prends ta voiture, tu peux avoir un accident. Tu fais un enfant, il peut être un serial killer. Tu commences médecine, tu peux mourir la veille de la remise des diplômes. Tu dis, oh mince! Mais il y a pire. Il y a pire. Il y a des femmes qui attendent toute l'année la période des soldes et qui meurent la veille. Ça fait 1 an qu'elle regarde la jupe là-bas. 1 an qu'elle la regarde, elle dit, elle est pour moi. Elle l'a marqué, elle l'a bougé, elle l'a truqué. Et quand elle vient pour la chercher, le 38, il part devant et la cliente, elle dit, elle a un flingue, elle a, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est ça la déception chez les gens superficiels. Donc tu vois là encore qu'en fin de compte, c'est une question de référence. C'est pour ça que j'ai dit ça aussi plusieurs fois, mais là vous avez bien compris, on n'est pas en train de faire une démonstration intellectuelle, on est en train de faire une thérapie de masse. Donc, non mais c'est moi qui me soigne, et vous par voyeurisme, vous assistez à mes problèmes personnels. Pourquoi les chachamim m'ont demandé qu'on fasse Modéani le matin en se réveillant? Normalement, ouais, dès qu'on se réveille, on ouvre les yeux. Normalement, d'après la Kabbalah, on n'a même pas le droit de parler. Mais on a le droit de dire ça.
On dit modé ani lefanecha melecha vikaya. On n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de se toucher, de mettre un droit dans le nez. Même le Ben Israël dit même de toucher les draps, normalement c'est assourd. Mais on a le droit de parler et de dire modé ani modé. Je suis reconnaissant à Hachem de m'avoir rendu. On doit le faire. Pourquoi? Moi je pensais franchement, si on me demandait mon avis à moi je pense qu'on aurait dû se lever, prendre sa toilette, s'habiller bien, faire une bonne prière avec la kavana, prendre un bon petit déjeuner bien solide, sortir sur la terrasse, descendre les escaliers de l'appartement privé là-bas d'Ercilia, aller à la banque, demander la position du compte, et quand le banquier va me dire 732 millions sur le compte courant, alors là je vais lever les mains au ciel et je vais dire Modéa. Mais pourquoi j'ai dit Modéani quand je me réveille? Alors je vous dis le secret, parce que ce matin, il y en a qui ne se sont pas réveillés, donc ils n'ont pas dit Modéani. Il y en a qui sont réveillés avec la gorge bloquée, ils ne pouvaient pas dire Modéani. Il y en a qui se sont réveillés avec une hémiplégie faciale, ils ne sont pas. Il y en a qui ont la moitié du corps. Il y en a qui sont réveillés avec un sachet pour aller aux toilettes. Il y en a avec un tuyau pour respirer. Il y en a avec un œil qui ne marchait plus. Il y en a combien de gens qui se sont réveillés bizarres? Donc quand tu te réveilles et que tout fonctionne, mais tu dois dire Modéani. Après, en plus que ça, tu tournes, ta femme, elle te sourit. Extraordinaire. Déjà, c'est pas un gars, d'accord? Ouais. Après, que tu rentres dans la chambre et tes enfants, ils sont en bonne santé. Extraordinaire. Après que tu ouvres et que tu vois que les factures arrivent, mais que tu as de quoi les payer. Après que tu arrives à prier dans un bon endroit cachère, sérieux. Après que tu mets des téfilines qui sont cachères. Ouais, après que tu fais le kratchem avec la kavana. Après que tu prends un bon petit déjeuner. Après que tu prends l'attention et que t'as 14-8. Mais t'es le roi du monde. Ta voiture, elle est là. Elle est encore là. C'est que t'habites à Gennevilliers, ta voiture est en bas. Mais c'est faut faire le halal avec la bracha. Ouais. Donc il est 9h du matin, t'as déjà ton compteur de bonheur, il est plein. C'est qu'en vérité, on devrait passer notre journée à dire merci. Merci, merci, merci. Et nous, on fait le contraire. On passe notre journée à râler. Ça coûte très très cher de râler. Râler. Qu'est-ce que tu dépenses? C'est quoi ce ticket de Naori? 237 €, 3 produits. Ah non, c'est Charles Trader, excuse-moi. D'accord. Ouais, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? J'exagère. Il faut bien qu'ils vivent, les pauvres. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce travail. Elle va faire ce travail d'aller collecter des étincelles de vie. Ouais. Et c'est ça ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit Avraham Avinu. Avraham, il a dit, mais moi, on m'a sauvé la vie dans la fournaise. On m'a sauvé la vie dans la guerre contre les rois. Donc quand on m'a sauvegardé, on m'a gardé la vie, en vérité, peut-être on m'a pris tout le monde futur. Pourquoi? Parce que après, c'est un problème de registre. Quand on est dans le monde futur, ouais, alors ce monde-ci ne vaut rien. Mais quand on est dans ce monde-ci, c'est le monde futur qui vaut rien. Pourquoi? Parce que ici, c'est un monde pour produire. Et là-bas, c'est un monde pour recevoir. Maintenant, dans le monde pour produire, l'idée de recevoir n'est pas intéressante. Mais dans le monde où on reçoit, les capacités de production ne servent plus à rien. Vous me suivez ou? C'est comme si un manchot, il gagne un stylo. Tu dis, bon, ben, c'est gentil, mais il ne va pas écrire avec la... Ouais, il ne peut pas. C'est comme les gens qui ont des moyens et qui n'ont pas d'idée. Et quand ils ont dépensé tous les moyens, il leur vient une idée de folie, mais il leur manque 500 000 €. C'est dommage. Il y a 3 semaines, ils avaient 3 millions. Ils ont tout laissé à Elat au casino. D'accord? Ils n'ont plus rien. Donc quand ils ont les idées, ils n'ont pas les moyens. Quand ils ont les moyens, ils n'ont pas les idées. Quand ils ont le conjoint, ils n'ont pas d'ambition de couple. Et quand ils perdent le conjoint, d'un seul coup, ils deviennent poètes, ils deviennent intelligents, ils deviennent communicatifs. Ouais. Quand ils n'ont pas d'enfants, ils pleurent de ne pas en avoir. Ouais. Et quand ils en ont, ils me saoulent ces gosses pourvu qu'ils se marient. Ils sont bizarres, les gens. Vous vous rappelez l'histoire de Sarcelles? J'ai raconté l'histoire de Sarcelles ou non? Non? Je deviens gaga. Je pense que je trouve un khatan pour la lady. Donc, je dis, une fois, j'étais à Sarcelles. Je fais une conférence. Je finis la conférence. Une femme, elle vient me voir. Rabet Chetri. Je dis oui. Rabet Chetri. Je dis, oui, c'est bon. C'est très dur de pouvoir vous parler parce que voilà, je n'ai pas d'enfant. J'ai presque 48 ans. J'en suis à mon 3e mariage. Le premier mariage, monsieur, on a découvert au bout de 10 ans qu'il était stérile. 2e mariage, en fin de compte,
il faisait tout pour pas en avoir. Et le troisième, on en a vu qu'il y a un problème de consanguinité, de je sais pas quoi des trucs, et c'est impossible. J'ai fait déjà 7 opérations, 19 traitements, 64 FIV. Elle est devenue pas morbonne, hormone. D'accord? Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, voilà, Rav, je vais vous dire que je vais divorcer parce que je vais me marier une 4e fois pour, si Dieu veut, tomber sur le bon qui va me donner enfin un enfant parce que je suis venu dans ce monde pour être une mère. Bon, elle s'en va. On va prier. Celle juste d'après, calcule la proportionnalité possible sur Sarcelles, d'accord? Il y a 100 personnes dans la salle. Celle juste d'après, elle vient. Rabbi Chetri. Déjà, elle met la main sur le ventre. J'ai 43 ans, 44, je ne sais plus. J'ai 5 enfants. Grâce à Dieu. Elle me dit, maintenant, je suis enceinte du 6e. Je dis oui. Mon mari m'a dit, écoute-moi bien, si tu tombes enceinte, mais elle est enceinte. Alors, moi, je n'ai pas voulu m'immiscer dans leur couple, mais j'ai dit, mais c'est un petit peu de sa faute aussi, parce que... Vous ne l'avez pas eu par Wi-Fi, quand même. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, Rabbi Chetrit, donnez-moi la permission de l'enlever. Je dis, écoutez, c'est pas un autocollant, c'est un bébé. Elle me dit, donnez-moi, je veux avorter. C'est mon shalom baïd. Grâce à Dieu, j'ai 5 enfants. Mon mari, ici, m'entend. D'ailleurs, il me regarde. Il va me tuer. Alors, dites-moi que j'ai le droit d'aller demain à l'hôpital pour enlever ce bébé. Alors, j'ai dit, l'autre, elle s'est mariée 3 fois pour avoir un bébé. Celle-là, elle meurt pour trouver un rave qui lui permette d'enlever le bébé. Alors, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, il n'y a pas un problème de livraison. Des HM, il a fait une erreur. Il livre au mauvais endroit. Il dit, ça, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ta réalité. D'accord? Ta réalité. Ta réalité, tu n'as pas d'enfant. Ta réalité, tu as des enfants. Maintenant, c'est tellement relatif que les gens, ils vivent mal le fait de ne pas avoir d'enfants. Je sais ce que vous allez dire que c'est normal. Et l'autre, il crève des enfants qu'il a. Et vous allez dire aussi que c'est normal. Alors, en fait, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Vous savez que le mot normal vient du mot normé. Et normé, c'est quoi? C'est ce qui est à la norme. Comme les gens, ils me disent, bon, Rav, imaginez, bon, voilà, j'ai un problème avec ma femme, imaginez, c'est la vôtre. Je dis, d'abord, tu dis Chas v'Shalom, d'abord. Je dis, ta femme, elle est normée pour toi. Elle n'est pas normée pour moi. D'abord, elle est norme. Non, ça veut dire, elle est dans les normes, ouais. Donc, elle est adaptée à toi. C'est ta femme à toi. Maintenant, si elle est adaptée à toi, ça veut dire que toi, tu es adapté à elle. Alors, comme le disait ce grand talmudiste, le Rav de Barasek, débrouille-toi, ouais, c'est ta femme, c'est ton fils, tu es adapté à ton fils, tu es adapté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que tu as du mal, ouais, à accepter, c'est ta vie. Donc on a dit la référence de base, c'est la vie. D'accord? Tout ce qui est au-dessus, c'est des cadeaux. Après, le bien et le mal dans la vie, ça fait encore partie de ta vie. D'accord? Et parce que tu es vivant. C'est comme si quelqu'un, il est dans un hôpital. Et grâce au progrès de la médecine, on peut calculer que le gars, il va mourir dans 2 heures pile. Donc, il y a une institut national de statistiques mortelles qui vient et dit, bonjour monsieur, donc voilà, on a les résultats. Donc d'après l'usure des artères, l'usure des poumons, l'usure des khalala, vous mourrez dans 2 heures. En fait, 1h59 maintenant. Nous vous rachetons ces 2 heures. 7 millions d'euros. Vous nous dites à qui on les dépose, à qui on les donne, et on vous fait le virement, et après on vous tue. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir dans 2 heures, on vous fait une piqûre, vous mourrez maintenant. Et on vous donne 7 millions d'euros. Le gars dit 7 millions d'euros, 7 millions d'euros. Même là, il négocie. Regarde-le. Il dit, mais c'est quoi 7 millions d'euros? Mais la vie n'a pas de fin, la vie n'a pas de limite, la vie n'a pas de valeur. Mais même ce petit coucher de soleil là, que je vois parce qu'ils ont laissé un peu, Hamara, il a laissé un peu... Ouais. Il dit, mais écoutez, votre famille, ils sont aux Seychelles en train de kiffer. Vu le prix des billets, ils ont dit, on ne peut pas revenir, il va mourir tout seul. D'accord? Votre femme, elle a dit, écoute, à quoi ça sert que je sois là? Vos enfants, ils ont dit, papa, de toute façon, il devait mourir un jour. D'accord? On voit avec le notaire. Les voisins, qu'est-ce qu'il veut qu'ils fassent? Le copain de chambre, il a la même maladie que toi. Alors, de toute façon, vos 2 heures, elles sont khalava. Alors, venez, on les solde. Je refais une proposition, 7 millions. Oui ou non? Le gars, il dit jamais. Alors, il a le dernier argument. Mais il est violent. Vous êtes prêts ou non? Il leur dit, mais de toute façon, je ne comprends pas, monsieur.
Pourquoi 2 heures à la fin de votre vie, ça n'a pas c'est incalculable, et 2 heures au milieu de la vie, ça vaut rien. Combien des 2 heures tu as gaspillé? Tu te rappelles le jour où tu as attendu le bus pendant 2 heures? Et au moment où il est arrivé, tu dis mince, le rendez-vous c'est demain. Hop, 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 hop. 2 heures de perdu. Ouais. Avec ton fils, 10 ans. 10 ans t'as perdu parce que tu dis non, c'est de sa faute, il comprend rien, c'est de sa faute. C'est quand il a fait la tentative que tu as commencé à dire peut-être j'ai une part dedans. Là, c'est pas 2 heures, c'est 10 ans. Avec ta femme, 15 ans d'entêtement. Avec ta mère, 10 ans de silence. Avec ton père, 112 ans de frustration. Alors combien de millions d'heures t'as gaspillé? Et maintenant pour 12 heures, que je vais te les payer 7 millions d'euros, ça n'a pas de calcul. Ça n'a pas de valeur, c'est impossible de calculer, c'est comment on dit en français? Bien sûr, ça. Inestimable, voilà. C'est inestimable. Alors pourquoi 2 heures à la fin de la vie? C'est inestimable, et 2 heures au milieu de la vie, ça vaut rien. Premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est le plus violent, c'est que peut-être que ces 2 heures-là, c'est peut-être les dernières. Parce que les gens, ils croient que la fin de la vie, c'est 2 heures avant la fin de la vie. Mais la fin de la vie, c'est n'importe quand. On a vu déjà des gens en pleine santé qui sortaient avec les courses et qui ont glissé sur le bout du trottoir. Moi, j'ai un copain, son père, il n'a jamais kiffé. Rien qu'il travaille. Chaque fois qu'il trouve un livre, après la retraite. Ce voyage, après la retraite. Il a mis l'argent de côté. Il a tout calculé. À 60 ans, on va chier kiffer. Ils ont fait l'anniversaire, l'histoire vraie. Hein. Ils ont fait l'anniversaire des 60 ans, il y a tous les enfants. Le gars en plein anniversaire, allez papy, tu souffles. Rupture d'anévrisme. Non, il a fait une hémiplégie. 60 ans. Hachem, il a de l'humour. T'attends l'âge de la retraite, avec la retraite. Anticipé. Bon. Dieu, il a de l'humour, mais il faut apprécier. C'est une forme d'humour un peu... Mais c'est quoi l'idée? C'est que arrête. Ta femme, elle est là, elle attend, allez, prends-la, emmène-la au week-end. Ton fils, il attend un sourire, ne dis pas, j'attends qu'il ait 19, parce que là, il a 18. Mais donne-lui son sourire, donne-lui. Oui, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est une série de diapos. Et dans chaque diapo, tu dois répondre. Ouais. Maintenant, tu sais pas combien il y a de diapos. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver la fin des diapos. Tu sais pas quelle est l'intensité des diapos. Tu sais pas les diapos qui sont importants et moins importants, parce que toi, tu crées une hiérarchie, mais t'en sais rien. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand tu demandes à tes enfants, allez, raconte-moi les bons souvenirs, et toi, tu crois qu'il va te dire des vacances aux Maldives, le jour où tu m'as payé la voiture. Non, il te dit, tu te rappelles, quand on allait à la synagogue, tu me tenais la main, et tu me racontais quand t'as rencontré maman. Ah. Et toi, ta fille, tu crois quand tu lui as acheté les tenues, quand on a fait les chabrachot, quand je l'ai fait un mariage à 340 000 euros. Elle te dit, non, tu te rappelles vendredi quand on épluchait les pommes de terre, comme ça, et tu me disais, tu sais, ton père, des fois, c'était pas... c'est ça ce qu'elle a retenu. Papa, tu dis 1 million d'euros de gaspillés, alors qu'on épluche en 3 patates sur un coin de canapé, c'était the bonheur. C'est bizarre, non? C'est que tu dois reprendre les références. C'est quoi la vie, c'est quoi pas la vie? Ouais, c'est quoi? Et quand quelqu'un est dans cette dynamique-là, il réfléchit. En fin de compte, la vie, c'est très simple. La vie, c'est Hachem. Parce que Hachem, il s'appelle Meler Chai Vekayam. C'est un roi qui est vivant et qui est perpétuel. La Torah, elle s'appelle Etz Haïm, un arbre de vie. D'accord? Hachem, il s'appelle Mekor HaHaïm, la source de vie. Donc le gars qui est un peu malin, il doit aller chercher la vie là où elle est. Donc on a dit déjà qu'il a une référence très très basse. Mais la référence très très basse, elle est au niveau matériel. Mais au niveau spirituel, il faut avoir une référence très très haute. Maintenant les gens, ils font l'inverse. Au niveau matériel, ils ont une exigence très très haute. C'est jamais assez. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est même pas une marque, c'est même pas un truc. C'est quoi cet hôtel? 6 étoiles. Et alors, c'est quoi ce bateau? 19 étages. Mais alors quoi? Il n'y a pas un 22 étages? Bon, c'est un syndrome en psychiatrie, ça s'appelle Coco. D'accord. Mais, donc le contraire. Dans le matériel, il faut mettre la barre très basse. Et dans le spirituel, il faut mettre la barre très haute. Pourquoi? Parce que, ne le prenez pas mal. Mais vous savez, c'est un peu comme le corps physique et le corps psychologique. Un bébé, quand il naît, il a un corps psychologique, un corps physique qui est très petit. D'accord? Et un corps psychologique aussi, qui est très petit, mais qui est très grand. Parce que vous savez que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Ça va?
Maintenant, quand l'enfant grandit, quand son corps physique augmente, sa dépendance physique baisse, mais sa dépendance psychologique augmente. Comme dans un couple, quand on se marie au début, on est attiré par les valeurs de la personne. Ouais. Ah, j'ai vu du premier coup que c'était mon zivoug. C'est normal. Fabricant de pamplemousse, c'est normal, d'accord. Mais et après, on a vieilli, on est un peu rabougri, on est un peu khléli, mais entre-temps, on a développé de la communication, de la communion, de la compréhension, de la complicité, de l'amour. Donc maintenant, même si disons que les performances physiques ne sont plus à la hauteur des championnats du monde, mais entre-temps, on a une telle confiance, on a un tel bien-être, on a une telle communion, une telle communication, que ça peut passer en deuxième. Ça va? Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as baissé au niveau du physique, mais tu as augmenté au niveau du psychologique. L'enfant, c'est pareil. Quand il est petit, ça ne sert à rien de lui demander « Qu'est-ce que tu feras plus tard? Qu'est-ce que tu feras plus tard? Prends-toi en main, réfléchis, sois un adulte. » Il a 8 jours. Bon, j'exagère, il a 8 ans. Ouais. Et maintenant qu'il a 20 ans et qu'il a besoin de parler, de toute façon, écoute, de toute façon, tu comprends rien. Tu as ton opinion. De toute façon, tu es comme ta mère, un têtu. Alors dégage. T'as compris? Tu pollues, tu pourris ma vie. Allez, casse-toi! Mais c'est maintenant qu'il a besoin de parler. C'est là que tu le fous dehors. C'est sûr, il faut le film à l'envers. À chaque fois, il dit, tiens, prends 500 euros, prends 1000 euros. Mais papa, je veux pas de l'argent, je veux un père. Je veux une mère. Viens, on part, viens, on s'assoit. Ah, arrête de me saouler, trois que j'ai que ça à faire. Moi, je tiens 3 entreprises. Alors, il fallait pas faire des enfants. C'est vrai. Une fois, ils sont venus un couple, Shalom Bayt. Bon, Ramen Chétrit, écoutez, c'est pas la peine de se prendre la tête. Écoutez, voilà, je vous donne ma carte. Si vous avez besoin de quelque chose pour l'association. Maintenant, voilà, en résumé, hein, on a 3 enfants. C'est le balagan à la maison. D'accord? Ma femme a une aide ménagère, 2 femmes de truc, une pakistanaise, une aide du jour, une aide de la nuit. Elle s'en sort pas. C'est la panique. Moi, je rentre. À 8 heures, je suis fatigué. J'ai besoin d'avoir des enfants qui dorment. D'accord? Un repas prêt. Une femme. Nickel. C'est ça que j'ai besoin. Vous expliquez ça, on a réglé le problème de Shalom Bayit. D'accord? D'accord. Le gars, il vient d'arriver il y a 1 minute et demie. Alors je lui dis, JG. C'est une formule, ça veut dire jeune jbeb. Asseyez-vous. Votre problème, c'est que vous êtes fatigué le soir, parce que vous avez toute la journée, vous avez des responsabilités. Donc quand vous êtes le papa de vos clients et le papa de vos employés, vous n'avez plus le force d'être le papa de vos enfants. C'est ça que vous me dites. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Il me dit, il faudrait qu'ils se calment un peu, parce que moi, j'ai pas la tête pour subir, pour entendre, pour répondre à leurs attentes. Je suis pas là. Bon. Je dis, écoutez, il y a une solution. Vous rentrez un soir, quand ils sont tous couchés, avec un pistolet, avec un silencieux, et vous les tuez un par un. Une balle dans la tête, mais propre. Une balle chacun. Vous les enterrez, vous gardez une photo d'eux, et le soir, quand vous rentrez, vous dites, oh, grâce à Dieu, les enfants, ils sont sages, comme des images. Mais les enfants sont vivants. Les enfants bougent. Les enfants cassent. Les enfants détruisent. Les enfants, ils ont la hnouna, comme ça. Ils viennent, tu es à table avec le président, Doron Poulain, et il vient... Jean-Xavier, enfin, Jean-Xavier. Il n'y a pas de Jean-Xavier, maintenant c'est de l'Arnouna, appelle le Cyril, qu'est-ce que je te dis? D'accord. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Il dit, cette idée-là... Restez calme. Donc, cette idée-là, ça veut dire qu'en fin de compte, ça fait partie de l'enfant. Comme ça fait partie de la vie. Non, c'est très simple. Si toi, ton projet, il est plus grand que tous ces enfantillages, parce que toi, tu vois un enfant sous la roupa, tu vois un homme adulte, tu vois un père responsable. Donc, toutes ces bêtises-là, tu les as diluées dans la vie. Ouais. Mais si toi, tu n'as pas de projet, donc chaque détail, il devient normal. Ouais. Chaque contradiction, chaque remise en cause. Donc, celui qui n'a pas de projet de couple, c'est normal qu'il a des problèmes de Shalom Bayit. Parce que comment il va annuler les détails dans le global, puisqu'il n'y a pas de global? Celui qui n'a pas de projet avec ses enfants, c'est normal qu'il va être saoulé par tous ces enfantillages. Bien que ces enfantillages s'inscrivent dans un projet global qui s'appelle la maturité. D'accord? Celui qui n'a pas de projet spirituel, c'est normal que la religion, c'est que des contraintes. Comment tu t'habilles? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Ça saoule! Mais celui qui a un projet dans sa spiritualité, qui a un niveau de recherche dans la kedusha, dans la pureté, dans l'élévation, dans la relation au divin, mais lui, c'est des bêtises, ça. Prenez n'importe quel goy dans la rue qui a un cerveau.
et vous lui dites, je te donne une occasion privilégiée d'un lien direct avec le divin, mais il y aura quelques contraintes. Il dit, mais qui parle de contraintes, c'est que du bonheur. Donc le vrai problème, c'est pas les contraintes de la religion, c'est que tu n'as pas de projet dans la religion, même si tu es religieux. Le vrai problème, c'est pas la difficulté du texte, c'est que tu n'as pas envie d'étudier. Le vrai problème, c'est pas que les enfants sont du bruit, c'est qu'en fait tu n'as jamais accepté leur naissance. Le vrai problème, c'est pas que ta femme elle a un drôle de caractère, c'est que tu t'es pas marié. C'est ça le problème. D'abord tu te maries, et quand tu te maries, c'est comme si le gars il lui manque une jambe, et on lui greffe une jambe. T'as vu qu'il s'engueule avec sa jambe? Il peut pas, ça lui fait une belle jambe. Ouais. Il est content. Ah, il est un peu plus courte que l'autre, mais tu vois, il court, il est content. C'est sa jambe. Mais ta femme, c'est ta deuxième jambe. Ton mari, c'est ta deuxième jambe. Tu te prends la tête avec ta deuxième jambe, toi? Donc peut-être que tu voulais pas cette greffe. Peut-être qu'on t'a forcé. Peut-être qu'elle t'a fait le coup de la panne. Peut-être que tu n'étais pas prêt. Peut-être que tu as envie de rester célibataire, mais marié. Peut-être que tu veux les avantages du goy, mais tu veux l'olamaba du juif. En fait, c'est ça ton problème. C'est que tu n'es pas clair. Donc en fait, tu n'as pas accepté encore la vie. C'est la vie. Tout est facile. C'est juste la vie. La preuve, c'est que pour les autres, quand l'autre il a un problème, tu dis, tu sais, c'est la vie. Hein. C'est la vie qui est comme ça. C'est la vie. Mais pour toi, tu dis, c'est la mort. Un gosse comme ça, c'est la mort. Ah là, vraiment, j'en peux plus. Alors là, il est renvoyé de la 4e école. Il y a venu m'a téléphoné, il m'a dit, monsieur, prenez-le ou crucifiez-le. Faites quelque chose. Non, il paraît que quand le père n'est pas content, il trouve un marteau et des clous et il trouve une solution. C'est un vieux truc de chez nous qui a mal tourné, d'accord? On fait une croix dessus et on avance, d'accord? Mais c'est ça l'idée. Il dit la logique, c'est ça. Que quand la personne, elle accepte de prendre cette dimension-là et de donner, en fin de compte, dans chaque vecteur. Parce que c'est quoi une droite? Une droite, c'est un ensemble de vecteurs. C'est un ensemble de morceaux. Ouais. Et chaque morceau, il s'inscrit dans la droite. Maintenant, l'intérêt de faire la différence entre la droite et le vecteur de droite et le segment de droite, c'est quoi? C'est que tu peux déjà plus assumer une journée qu'assumer une année. Tu peux plus assumer une demi-heure qu'assumer 10 ans. C'est vrai. Mais d'un autre côté, tu dois faire attention que ce segment-là, il s'inscrive dans une logique qui soit globale. Pour ça que j'avais dit comme ça que le mot kavana, en hébreu, et le mot kivun, ils ont la même racine. D'accord? La kavana, c'est quoi? C'est l'intention. C'est la signification. Ma kavana baiser, c'est l'intention, c'est la signification. Et le mot kivun, c'est quoi? C'est la direction. D'accord? On a un spécialiste de la direction ici, Jean-Marie Kavana, très très connu, d'accord? Maintenant, pourquoi le mot kavana et le mot kivun, ils ont la même racine? Ça n'a rien à voir. Ça veut dire la signification des choses, et ça veut dire la direction des choses. Mais dans la vie, en français, c'est pareil. Parce qu'en français, il y a le sens, qui est la signification, et le sens, qui est la direction. D'accord? Donc, dans quel sens va ta vie? Et quel est le sens de ta vie? Tu dis, c'est des jeux de mots. Non, encore une fois, c'est pas pour vous impressionner que, tiens, j'y avais pas pensé. Non, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Alors, je vous donne le secret. Quand vous voyez des gens qui font plein de choses, il y a des gens qui font ça, ouais. Tiens, il finit son bac, il est content, il a eu du premier coup, après il rentre en droit, d'accord? Parce que son meilleur copain, il a dit, viens, on va en droit, il va en droit. Au bout d'un an, il dit, c'est pas pour moi. Il s'inscrit en médecine. Il rate 2 fois la première année. Après, il dit, au fond, ça m'intéresse pas. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une pizzeria avec son frère. Après, c'est les cœurs, toute la journée, la sauce tomate. Après, il part à Miami chez son cousin, il vend des t-shirts sur la plage, il gagne un peu d'argent, il visite des paradis artificiels. Son père lui dit, tu rentres tout de suite à la maison, il revient. Il dit, bon alors, c'est pas grave, je vais faire de l'immobilier. N'importe qui veut rester immobile, il fait un peu d'immobilier, d'accord? Donc, et il fait un peu d'immobilier. Au bout de 2 ans, il dit, mais ça me saoule, papa, il n'y a personne n'achète, les mecs qui visitent, ils truquent pas. Alors son père, il dit, écoute mon fils, tu as fait le droit, tu as fait la médecine, tu as fait la pizza, tu as fait les t-shirts, tu as fait l'immobilier. Tu sais ce qu'on va faire? On va s'arrêter. Parce que là, tu as 28 ans, on va s'arrêter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, tu vas arrêter de faire plein de choses dans l'espoir de te surprendre à savoir ce que tu veux. C'est qu'il y a des gens comme ça, ils marchent comme ça, et d'un seul coup, ils se dépassent, ils se surprennent, ils disent, oh, c'est ça que tu veux? Je dis, mais il est fou, je ne peux pas me surprendre. Comme les gens qui me disent, oh, je suis content de vous rencontrer. J'ai fait, moi aussi, je me croise, des fois, ça me fait plaisir. D'accord. Mais c'est quoi cette logique-là?
La logique, c'est que tu vas arrêter de courir, tu vas arrêter de faire n'importe quoi, tu vas mettre une caméra au-dessus de ta tête, tu vas demander qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, de quoi je suis capable et vers où je vais aller. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de donner un sens. Un sens. Maintenant, la logique, c'est quoi? C'est que le sens, on a dit que c'est la signification. Mais le sens, c'est aussi la direction. Maintenant, chacun de tes actes, il doit avoir un sens. Un juif n'a pas le droit de dire « j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte de l'importance, on ne m'a pas dit que c'était comme ça, je n'ai pas été formé pour, je n'ai pas pris le temps, j'avais pas la tête, j'étais trop speed, j'avais les nerfs, c'est de ta faute ». Un juif n'a pas le droit de faire ça. Un goy, c'est accessoire, mais un juif, c'est obligatoire. Ouais, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que l'inconscience, c'est la première des avérotes, puisque c'est cette avéra qui te fait faire toutes les autres avérotes. Et c'est quoi l'inconscience? C'est de ne pas donner un sens à ce que tu fais. D'ailleurs, on te dit, mais c'est insensé. Mais c'est insensé. Tu dis que tu veux le shalom, t'arrêtes pas de l'insulter. Tu dis que tu veux la confiance, t'arrêtes pas de mentir. Mais c'est insensé. Là, tu es en train de draguer la secrétaire. Mais ça va pas la tête. Bon, c'est des petits mots, c'est des petites charriades, c'est des petits trucs. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et si elle te fait un clin d'œil, on dit on y va. Tu changes de registre, là, tu dis, écoute, là, c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Dieu, il envoie une opportunité. Chas shalom de la rater. Pourquoi moi, je ne reçois pas des téléphones de jeunes filles. Elle me dira, Ben Chétrit, je ne suis pas religieux. Ce monsieur-là, il a une barbe. Ouais, je travaille chez lui, je suis secrétaire. Sa femme, elle est en Israël avec les 4 enfants. Lui, il est ici parce qu'il fait les allers-retours. À chaque fois qu'il passe, il me pince. Et il ne me pince pas dans un dossier. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter le travail, je dois faire quoi? Vous avez compris ou non? C'est que c'est des réalités. On ne va pas dire Chas Shalom, tous les barbus, Chacun, il a ce Yetzirah. C'est normal, tu as une jeune fille devant toi, toute fraîche, et là-bas, tu as la photocopie. Tout le monde a subi la baisse des valeurs boursières. Je ne l'ai pas dit. Vous pensez trop fort, vous. Donc ce Yetzirah, il existe. Il existe. Comme un Yetzirah de mentir, un Yetzirah de voler, etc. Alors moi, je vous donne le secret. En fait, le Yetzirah, c'est un décapsuleur de vie. Parce que quand tu le sublimes, il t'emmène au Gan Eden. Et quand tu le subis, il t'emmène au Gehinam. Mais rappelez-vous que le Satan, c'est aussi un ange de Dieu. Donc en fait, Dieu, en envoyant le Satan, il envoie un potentiel de vie. Maintenant, comment ça se fait que celui qui t'amène à la mort, il peut t'amener à la vie? C'est très simple. Si tu le maîtrises, si tu le sublimes, si tu es mitgaber, si tu en sors grandi, tu dois remercier le Satan. Tu dois le remercier. Mais si tu l'utilises, mais pour l'utiliser encore une fois, il faudrait que tu arrives à voir plus loin que la situation. Et la situation, c'est le Satan. Donc là, la femme, elle est en retard. Là, elle fait la tête. Là, il y a l'autre qui est mal habillé. Et là, ton fils, il a fait une erreur. Et là, il va y avoir cette photo-là, toutes ces photos qui vont arriver. Mais c'est des photos qui sont proposées par le Satan. Mais si toi, tu dis, mais derrière cet enfant qui me déçoit, il y a un enfant sadique que je vais emmener à la choupa. Derrière cette femme qui ne me comprend pas, il y a une femme qui donne toute sa vie pour moi. Derrière ce patron, derrière ce directeur, derrière ce rave, derrière... Tu cherches Hachem derrière chaque situation. Mais c'est facile la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'extérieur. Toi, tu ne veux pas rentrer dans le magasin parce que tu es déçu par la vitrine. Mais la vitrine, c'est que l'extérieur des choses. Donc c'est quoi l'intérêt? C'est d'arriver à aller chercher le fond. Et il faut le faire perpétuellement. Et si tu recherches le fond, tu verras qu'il n'y a jamais de problème. C'est pour ça que toujours je raconte cette histoire. La femme, elle vient, elle me dit, Rabbi Chetrit, voilà, je vous appelle, c'est dernier recours. Dernier recours. Je dis pourquoi? Elle me dit, ce matin, mon mari m'a dit un gros mot, ou il arrive en retard, ou je sais pas, il a parlé de ma mère. C'est le dernier truc, c'est la dernière goutte, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je dis, je comprends pas. Elle m'a dit, voilà, vous voyez que j'ai beaucoup supporté, j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai écouté, j'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche. C'était très dur pour moi parce que je suis une bouche de feu, mais j'ai rien dit. Et le vase, il s'est rempli, et là maintenant il est plein. Et maintenant, ce matin, encore un retard, encore une déception, encore un mot de travers, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça va? Je dis, j'ai pas compris. Il m'a dit, il est lourd le rabbin ou quoi? Je dis, madame, vous avez un vase. Le vase, il se remplit. Et après, il y a une goutte qui fait déborder le vase. C'est ça que vous me dites? Elle me dit, oui, c'est ça. Alors, vous allez encore me dire qu'il faut supporter. On va dire qu'il faut continuer à l'aimer tel qu'il est. Vous allez me dire qu'il faut prendre sur soi. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez me dire encore? Quelle invention vous allez me faire? Je dis, écoutez, madame,
Je vais vous dire pourquoi je ne vous comprends pas. Parce que moi et ma femme aussi, on a un vase. Ça s'appelle notre couple. Et dedans, il y a des gouttes. Mais quand le lendemain, on vient pour mettre la deuxième goutte, la goutte de la veille, elle s'est évaporée. Comment ça se fait que votre vase à vous, il garde les gouttes? Et si elle ne comprend pas, parce qu'il y a des gens qui font des efforts pour être à un niveau de bêtise extraordinaire. Ça veut dire Ahmara, mais elle, dans le film, elle joue les deux rôles, la belle et la bête, les deux. Elle se retourne. Ahmara Yafa, ouais. Je dis, madame, il y a une loi dans la Torah qui s'appelle Bitul Berov. Si vous avez une majorité de cachère, ouais, une majorité de cachère, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas cachère, qui est tombé dedans, bien sûr, sans faire exprès, et par inadvertance, et qu'on ne sait pas où elle s'annule dans la majorité. Maintenant, la Torah, elle a dit que le cochon, le homard, pas celui qui joue le rôle du shérif, l'autre, ouais, le homard, il tombe dans la viande, il y a 60 fois plus, c'est cachère. Et vous avez quand même plus de raisons d'être heureuse que d'être malheureuse. Alors pourquoi que quand il y a un accident, c'est-à-dire un morceau de cochon, qui tombe dans une majorité de bonheur, il ne s'annule pas? C'est Bitul Berov. Donc au lieu de me parler de la quantité négligeable qui ne s'annule pas, il faudrait me parler de la quantité énorme que vous ne voyez pas. On me dit, mais quelle quantité? Mais il rentre à la maison, il vous aime, il ne vous trompe pas, il est souriant, il investit, il paye le loyer, il est proche, il vous supporte, il accepte votre haleine. Ouais, d'accord. Mais alors que des fois, franchement, c'est presque un homicide volontaire, d'accord? Donc, quand vous prenez toute la qualité, et après vous la mettez en relativité au défaut, il y a Bitul Berov. Mais pourquoi vous refusez d'annuler? Ah, vous allez dire, oui, mais Bria, ça s'annule pas. Vous dites, oui, mais quand on sait où est-ce qu'il est le taref, on n'a pas le droit d'annuler. Mais pourquoi vous le savez, vous? Parce que vous êtes toute la journée en train de chercher le taref. Toute la journée en train de chercher le défaut. Ouais. Et si quelqu'un dit, mais bah, au Hachem, je suis bien, regarde, chérie, on est heureux, on part en vacances. D'accord, on a cassé la poignée de la valise. D'accord, et je te paye un pessar à 113 000 euros. Alors, ne me saoule pas avec la valise. Oui, mais j'y tenais à cette valise, je la tenais de ma mère. Oui, je sais, ta grand-mère, elle est venue de Tunisie avec, une valise en carton. Arrête, ça a été repris. Ouais. Non, mais on passe à autre chose. Maintenant, viens, on kiffe. Non, j'arrive pas, je suis traumatisé, il faut que j'appelle mon psy, donne-moi un exomile pour une valise. Maintenant, j'exagère, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Regardez autour de vous, enlevez le côté marrant, devenez réaliste, et vous allez dire, c'est vrai, en fin de compte, c'est vrai. C'est des bêtises. Oui. 17 logiques, là, c'est quoi? C'est la vie. Et c'est le bon côté de la vie, et c'est le mauvais côté de la vie. Et c'est la différence des caractères. Et c'est la joie, et c'est la souffrance. Et c'est la Shoah, et c'est la renaissance d'Israël. D'accord? Et c'est des coups de couteau dans la rue, et des téchouvotes extraordinaires. Ouais, et des gens qui sont assimilés, que tu as même envie de dire qu'ils sont deboumilés. Ouais. Et d'autres personnes qui viennent de Bretagne, et qui ont une irat shamaïm incroyable, qui deviennent des chassidim que tu les vois. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça la vie. Tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. Alors la vie, faites-moi confiance. Prenez-la en global. Ne commencez pas à faire les difficiles. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a donné. On vous l'a donné. Ah, vous allez dire, oui, mais après, il faut la gagner. Mais même de la gagner, c'est aussi un don. Oui. C'est comme, vous savez, quand vous voyez les gens qui souffrent. Moi, des gens ils me disent, moi, je peux plus l'avoir. De toute façon, il y en a 10 qui attendent dehors. Tu sais quoi? Je lui dis, avant de divorcer, enlève ton alliance et va dans une soirée célibataire. Et va mourir là-bas. Va là-bas. Bonjour. Parce que n'oublie pas que tu as du ventre et que tu es chauve. N'oublie pas ça. L'autre, elle supporte. Et toi, tu arrives comme ça. Mais il y en a 10 qui attendent. Allez, tiens, allez, faites la queue. Ouais, faites pas la queue. Hein. Prends pas la queue. Hein. T'es dans quoi, dans les gâteaux? Ah bon, tu fais quoi? Des cakes? Oui, en tranche, bien sûr. Tranche de cake. D'accord. Bah, tu reviens chez toi, tu dis, mon amour, ma vie, mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Va à la soirée de célibataire. Tu vas voir qu'est-ce que c'est la souffrance. Tu vas voir. Au lieu de faire le malin. Dans toute la vie, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Moi, les gens, ils se plaignent de la santé. J'ai mal ici. Tu vas chez les cancéreux, là-bas. Va marcher au milieu d'eux. Bonjour, vous? M'enlevez la jambe. Ah bon? Et vous? Des poumons. Et vous? Moi, rien. Grâce à Dieu. Salut. Vous voulez pas laisser un poumon? Non, ça va aller. Et c'est terminé tout ça. Donc je dis, celui qui prend
Mais encore une fois, c'est pas la vie pour la vie. D'accord? Sinon, tu écoutes Charles Trenet, tu chantes dans la rue. Non. C'est que tu prends la vie au plus haut niveau. C'est-à-dire la vie en tant que l'image d'Hachem. Tu prends le reflet de Yudke Vavke. Tu mets le nom d'Hachem dans ta vie perpétuellement. Ouais? Et quand tu mets ça comme projet, et que tu vas vers Hachem, et que tu vas vers l'unité avec Hachem, et que tu vas vers le bien-être avec Hachem, et que chaque mitzvah te donne l'occasion de t'approcher de lui, et c'est ça qui donne le sens à ce que tu fais. Mais après, tout est relatif, tout est nul, tout est rien. Parce que Hachem, t'as ce qu'il faut. Ouais, t'as où dormir. T'as une mezouza accrochée. T'as des enfants qui sont vivants. T'as la santé pour faire le Kriyat Shema. T'as la force de faire. Ça veut dire, c'est ça, rien ne vaut la vie. Une vie qui est fondée, qui est censée, qui est prise dans la meilleure des trames, qui s'appelle la trame de la Torah. Mais qu'est-ce qui vaut plus que ça? Qu'est-ce que tu veux? Je vous dis, les goïms nous envient. Ils en crèvent. Moi, je reçois des emails, mais j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Comment des goïms, ils disent, mais quelle lumière, quelle profondeur. Merci d'exister, le goï. Merci d'exister. Et le feuille, encore un rabbin qui va nous taper. Et qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête un samedi soir à venir faire des cours? On va chez les pathos, on dit, messieurs, formation, développement personnel, construction de soi, maîtrise, coaching de manager, 1800 € les 10 minutes. Vous venez par 10, on va faire 100 000 € aujourd'hui, et on rentre chez soi. Ils sont contents. Vous savez, il y avait un cours sur la communication. Le patron de Publicis, il l'a vu, il a écouté. Il y a longtemps, il y a 20 ans. Il a dit, vous m'amenez le gars qui a fait ça, on lui donne 2 millions d'euros pour qu'il forme tous les vendeurs. Donc je pourrais faire autre chose. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir briller les yeux des Juifs. Faire briller les yeux des goïms, ce n'est pas mon projet de vie. Sinon, je fais autre chose. À Hollywood, d'accord. Non, puis après, si je rentre là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire Gad Elmaleh? Il va couper les citrons. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tellement, Hachem, il nous a donné tellement, il nous donne tellement, que je dis, la seule obligation qu'on a, c'est de dire merci. Et cette formulation du merci, elle se décline dans toutes les mitzvot que vous accomplissez, pour que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, grâce à ça, nous amène une Géoula complète. Zag Baruch.